professeur Sami Belkhatab, du CHU Sina de Rabat. Il va nous présenter le profil clinico-biologique, histologique et évolutif de la néphropathie lupique et analyse des facteurs pronostiques à propos de 171 cas. À vous la parole. Très cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous faire part d'un bref résumé de mon travail portant sur le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, évolutif de la néphropathie lupique et identification des facteurs pronostiques. Nous allons commencer par une brève introduction, puis exposer les matériels et les méthodes de notre étude, ses résultats, que l'on discutera brièvement par la suite avant de conclure notre présentation. Le lupus systémique est une maladie auto-immune chronique qui touche surtout la femme jeune. Parmi ses complications, la néphropathie lupique, c'est l'une des complications les plus graves. Elle concerne 30 à 60% des patients et représente une cause majeure d'insuffisance rénale terminale. L'enjeu majeur est donc d'identifier précocement les facteurs pronostiques afin d'améliorer la survie rénale et globale. C'est dans ce contexte que nous avons conduit cette étude qui a pour objectif de décrire le profil clinico-biologique, histologique et évolutif de ces patients et surtout d'analyser les facteurs prédictifs de mauvais pronostics dans notre population. Nous avons conduit une étude rétrospective monocentrique portant sur 171 patients suivis à l'hôpital Ibn Sina entre 2013 et 2023, tous répondant aux critères SLIC ou ACR-LAR 2019 pour le lupus systémique. La néphropathie lupique était soit confirmée par une biopsie rénale, soit retenue sur des critères biologiques avec protéinurie supérieure à 0,5 g par 24 heures ou un sédiment urinaire avec ou sans insuffisance rénale. Et ce sont des patients qui avaient une contre-indication absolue d'une biopsie rénale et chez qui toute autre cause a été écartée. Nous avons colligé des données démographiques, cliniques, biologiques, histologiques au diagnostic, puis suivi l'évolution en termes de rémission, rechute, infection, progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale et le décès. L'analyse statistique a comporté une première étape descriptive, puis comparative univariée, avec un objectif central, identifier les facteurs pronostiques indépendants d'évolution défavorable, définis par la non-réponse au traitement, l'aggravation de la fonction rénale, voire le décès, toutes causes confondues. Nous avons colligé 171 cas de néphropathie lupique, soit une prévalence d'environ un tiers de nos patients suivis dans cette période. La maladie touche très majoritairement la femme avec un sexe ratio homme pour femme de 0,2. La médiane d'âge était de 28 ans avec des extrêmes allant de 16 à 65 ans. L'atteinte rénale était inaugurale dans 56% des cas. L'HTA était présente dans 14% des cas. La protéinurie était néphrotique chez près de la moitié des patients. Des anomalies du sédiment urinaire étaient retrouvées chez plus de la moitié des patients. L'insuffisance rénale aiguë constituait une complication chez 21% des patients. 9,9 en présentaient initialement une insuffisance rénale rapidement progressive. Le type d'atteinte extra-rénale du lupus les plus retrouvés était principalement l'atteinte articulaire, cutanée et hématologique. Au total, 39% présentaient une maladie auto-immune associée. Le syndrome des antiphospholipides était la maladie la plus associée, avec une prévalence de 26,3%, suivie des thyroïdites auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Sjögren. Sur le plan hématologique, 54,9% présentaient une lymphopénie, 36,2% présentaient une anémie. La recherche d'anticorps antinucléaires était positive chez presque la totalité des patients. Parmi eux, 68% présentaient des anticorps anti-DNA natifs au moment de la poussée. Le bilan SAPL était positif dans 26% des cas et le complément était consommé chez 78% des patients. Sur le plan histologique, l'étude a objectivé une prédominance des classes prolifératives lors de la PBR initiale avec respectivement 71 néphropathies lupiques classe 4, c'est-à-dire 41%, et 29% de classe 3, et seulement 5% de classe 5. La moyenne d'âge, le sexe ratio, était réparti de manière uniforme aux différentes classes histologiques. Cependant, on note une certaine prédominance de l'HTA dans les classes prolifératives par rapport aux non prolifératives. Les anomalies du sédiment urinaire et la prévalence d'insuffisance rénale étaient plus importantes dans les classes prolifératives, tandis que la classe 5, isolée ou combinée, présentait significativement plus grand taux de protéinurie et de syndrome néphrotique. Concernant le traitement immunosuppresseur débuté en première ligne, le cyclophosphamide était la molécule la plus utilisée
tandis que l'azathioprine était le traitement d'entretien le plus utilisé après. Le taux de rémission rénale globale était de 86,5% avec un taux de rémission rénale complète de 81%, tandis que 12,8% ne répondaient pas aux critères de rémission rénale. Parmi les patients ayant atteint une rémission rénale, 46,7% ont présenté des rechutes rénales. 30% d'entre eux ont présenté plus de 2 au cours de leur évolution, avec un délai de rechute médian de 24 mois. Concernant les complications les plus retrouvées dans notre série, l'infection représentait 30,4% de ces complications-là et était dominée par les infections urinaires et pleuropulmonaires. Les autres complications comportaient l'insuffisance rénale chronique, les maculopathies secondaires aux APS, les complications thromboemboliques, l'ostéoporose, la nécrose aseptique de la tête fémorale, le diabète cortico-induit et les hématomes périrénaux suite au PBR. Au total, 11,6% ont séjourné en réanimation médicale, tandis que 8,1% sont décédés au décours de leur suivi. La cause du décès la plus fréquente était l'état de choc septique. La gravité de la néphropathie lupique était significativement corrélée au retard diagnostique de plus de 3 mois, au phototype noir de l'HTA, et l'HTA. Les autres variables démographiques et cliniques n'ont pas montré de différence significative. L'insuffisance rénale aiguë initiale, la lymphopénie, l'anémie et le test de Coombs positif étaient associés à une mauvaise évolution rénale. Aucun paramètre anatomopathologique étudié, ceci incluant la présence de classes prolifératives, n'a été significativement corrélé à une mauvaise évolution rénale. Les rechutes rénales, les infections répétées et les séjours en réanimation étaient significativement corrélés à une évolution rénale défavorable. Passons à présent à la discussion. Après avoir exposé ces résultats, il est important de rappeler que de nombreux travaux se sont attachés à identifier ces facteurs pronostiques de la néphropathie lupique. Ces facteurs sont classiquement regroupés en plusieurs catégories qui ont un intérêt majeur, qui est double, qui est stratifier le risque et adapter la prise en charge. Il y a des facteurs démographiques, donc dominés par l'âge, rappelant que les âges extrêmes pourvoient à des néphropathies lupiques assez graves. Par exemple, le sujet jeune qui va faire des HTA et des insuffisances rénales beaucoup plus importantes par rapport au sujet qui a dépassé un certain âge, supérieur à 50 ans, qui fera des flares moins importants mais qui aura des comorbidités associées. Sur le plan génétique, plusieurs polymorphismes sont impliqués dans la sévérité de la néphropathie lupique. Ce champ reste donc une piste de recherche prometteuse pour mieux comprendre et stratifier le risque dans nos populations. Sur le plan clinico-biologique, l'élément déterminant reste la fonction rénale initiale. Comme dans de nombreuses séries, notre cohorte confirme l'insuffisance rénale aiguë au diagnostic comme un facteur très mauvais pronostic. L'hypertension artérielle est également un facteur indépendant de progression de l'insuffisance rénale chronique terminale et représente un levier thérapeutique important car il est modifiable. Sur le plan histopathologique, la littérature souligne l'importance des classes prolifératives et surtout l'indice de chronicité qui prédit fortement le déclin irréversible de la fonction rénale. Plusieurs lésions histologiques sont considérées comme péjoratives, notamment glomérulaires, tubulo-interstitielles et vasculaires. Donc le message à retenir est que même si dans notre série l'histologie n'est pas un facteur indépendant, elle reste indispensable pour établir le diagnostic, orienter la stratégie thérapeutique et surveiller l'évolution. Les marqueurs immunologiques classiques tels que le complément, les anti-DNA élevés sont des marqueurs d'activité du lupus. Par contre, l'anti-C1Q s'est montré corrélé à l'activité rénale dans plusieurs séries, tandis que les antiphospholipides augmentent le risque d'événements thrombotiques et peuvent aggraver le pronostic rénal. La réponse thérapeutique précoce est l'un des déterminants majeurs du pronostic de la néphropathie lupique. A contrario, l'absence de réponse à 1 an constitue un facteur indépendant d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Par ailleurs, les rechutes rénales aggravent significativement le pronostic, de même que les infections répétées et les séjours en réanimation. Au Maroc, les différentes séries confirment l'hétérogénéité des facteurs pronostiques de la néphropathie lupique. À Fès, par exemple, le retard diagnostique de l'insuffisance rénale aiguë initiale ressortirait comme facteur majeur des mauvais pronostics, tandis qu'à Marrakech et à Casablanca, l'importance était accordée aux classes prolifératives et à l'atteinte tubulo-interstitielle. Dans notre série, les facteurs significatifs étaient surtout cliniques, biologiques et évolutifs, et contrairement aux autres études, les paramètres histologiques n'ont pas atteint la significativité. Cela peut s'expliquer par la taille limitée des sous-groupes, le suivi relativement court et le recours à une analyse univariée. Mais cela ne remet pas en cause la valeur pronostique de l'histologie, bien démontrée par d'autres travaux.
Pour conclure, notre étude montre que le pronostic de la néphropathie lupique repose avant tout sur des facteurs accessibles cliniquement et biologiquement dès le diagnostic, comme l'HTA, l'insuffisance rénale aiguë et l'anémie. Contrairement à d'autres séries, l'histologie n'est pas apparue comme un facteur indépendant, probablement en raison de limites méthodologiques, mais elle reste indispensable pour poser le diagnostic et stratifier le risque. Enfin, le message pratique est clair, il faut diagnostiquer tôt, réduire rapidement la protéinurie, contrôler strictement l'HTA et prévenir les complications infectieuses. C'est ce qui conditionne la survie rénale de nos patients en cohérence avec les recommandations actuelles KDIGO et ACRELAR. Et c'est aussi ce que visent les nouvelles approches Treat and Target et les biothérapies. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Belkhatab. On va passer à la deuxième communication, qui va être présentée par Dr Oumaima Ryan. Donc, il va nous présenter les complications infectieuses au cours du lupus à propos d'une série de cas. À vous la parole. Merci. Chers maîtres, honorable audience, permettez-moi de vous présenter un résumé de notre travail intitulé « Les complications infectieuses au cours du lupus érythématosystémique à propos d'une série de cas ». Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. On va commencer par une brève introduction suivie d'une présentation des matériels et méthodes, puis nous exposerons les principaux résultats de notre étude que nous analyserons par la suite avant de terminer par une conclusion. En guise d'introduction, l'infection au cours du lupus érythématosystémique représente la principale cause du décès, soit environ 33,2%, et sa prévalence varie selon les études entre 29,2 à 43,9%, dont les causes bactériennes sont les plus dominantes à 51,9%, et sont responsables de 11 à 23% des hospitalisations. Donc, les objectifs de notre travail étaient de décrire les complications infectieuses observées chez les patients lupiques et déterminer les facteurs de risque pronostiques liés à leur survenue. Donc, nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive, analytique et monocentrique réalisée au sein du service de médecine interne du CHU Messina de Rabat, portant sur les patients suivis par un lupus entre 2015 et 2022. L'analyse statistique des résultats a été faite sur le modèle uni et multivarié. Ont été inclus dans cette étude les patients chez qui le diagnostic de lupus a été retenu selon les critères SLIC 2012, ACRELAR 2019, et les patients qui étaient diagnostiqués entre 2015 et 2022 avec une durée de suivi minimale de 2 ans. Ont été exclus de cette étude les patients avec une durée de suivi inférieure à 2 ans, les dossiers incomplets et ceux qui ont commencé leur suivi dans une autre structure. Donc, nous présenterons maintenant les principaux résultats de notre étude. Donc, au total, 165 patients ont été corrigés avec un âge moyen de 36,78 ans. La durée moyenne de suivi était de 4,6 ans et chez environ 61,8% des patients ont présenté des complications infectieuses au cours de leur suivi, soit un nombre total des infections enregistrées de 221. Les principales manifestations systémiques rencontrées chez les patients dans notre série étaient dominées par l'atteinte articulaire de 92,7%, l'atteinte cutanée 99,7%, l'atteinte hématologique 63,6% et l'atteinte rénale 50,3%. La consommation du complément était notée dans 70,2%. Le nombre moyen des infections rapportées était de 2,17, avec un seul épisode qui était rencontré chez 41 patients, soit 46,1%. 2 épisodes chez 22,5%, 3 épisodes chez 15,7%. Le délai médian de survenue du premier épisode infectieux était de 2 ans, avec 52% des infections qui ont été enregistrées au cours des 2 premières années. Les infections nosocomiales représentaient 7,7% de l'ensemble des infections. Donc, les types d'infections rencontrées chez les patients dans notre étude étaient dominés par les infections bactériennes, 74,7%, les infections mycosiques, 7,2%, les infections virales, 5%, et parasitaires, 1,4%. La première localisation
était urinaire de 43%, suivi de respiratoire 13% et cutanée muqueuse 10,9%. Les principaux germes qui ont été identifiés dans notre étude dominés par l'Escherichia coli dans 25,3%, Klebsiella pneumoniae 10,4%, Enterococcus faecalis et Pseudomonas aeruginosa candida albicans dans 3,6%. L'utilisation des immunosuppresseurs était notée chez 70,3%, dans le MMF 35,8%, cyclophosphamide 34,5%, l'azathioprine 29,7% et méthotrexate 16,4%. Les infections graves représentaient 9,5%, le score SLIDE moyen était de 2,57%, le taux de mortalité global de notre étude était de 6,4%, avec un taux de mortalité par infection était de 2,8%. En termes d'analyse univariée, différents éléments ont été associés aux survenues de complications infectieuses au cours du lupus systémique, à savoir l'atteinte cardiaque, l'atteinte neuropsychiatrique, le bolus de corticoïdes, cyclophosphamide, l'azathioprine et le méthotrexate. Mais en termes d'analyse multivariée, seulement le bolus de corticoïdes et méthotrexate ont persisté comme facteur de risque associé aux survenues des complications infectieuses au cours du lupus érythématosystémique. Donc, passons maintenant à la discussion de notre résultat avec les données de la littérature. Le pourcentage des infections dans notre étude était élevé par rapport à celles rencontrées dans la littérature. Et la localisation la plus fréquente était urinaire identique à celle rencontrée dans l'étude d'ESCAR. L'atteinte rénale était plus notée chez les patients de notre étude à 50,3%. Et la prescription des antipallides à synthèse, la cyclophosphamide, était similaire à l'étude portugaise, tandis que la prescription de méthotrexate était moindre chez les patients de notre étude. En ce qui concerne les facteurs qui ont été associés aux survenues de complications infectieuses, le bolus de corticoïdes persiste dans toutes les études comme un facteur de risque de survenue des complications infectieuses. Pour conclure, l'infection représente une cause majeure de morbidité et mortalité dans le lupus érythématosystémique. L'administration de bolus de corticoïdes et méthotrexate dans notre étude était associée à une augmentation du risque d'infection, d'où l'intérêt d'une dose minimale efficace pour éviter leur survenue. Merci, Dr Oumaima Rayen, pour cette excellente présentation. Donc, on va passer à la troisième communication orale, qui sera présentée par Dr Hamami, qui va nous rapporter la place de rituximab dans les cytopénies auto-immunes, analyse rétrospective monocentrique de 41 cas. À vous la parole. Alors, donc, cher maître, honorable assistance, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le résultat d'un travail qui a porté sur la place du rituximab dans les cytopénies auto-immunes à propos de 41 cas. Donc, nous sommes partis du postulat de départ que les cytopénies auto-immunes bénéficiaient actuellement d'un large arsenal thérapeutique et que le rituximab gagnait en terrain, ce qui soulevait donc des questions quant à l'efficacité et la sécurité de son utilisation. L'objectif de cette étude était donc d'analyser le profil clinico-biologique des patients qui en avaient bénéficié, analyser son efficacité et sa sécurité d'utilisation. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive et analytique sur une période de 14 ans au service de médecine interne et d'immunologie clinique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Nous avions inclus les patients suivis pour anémie hémolytique auto-immune, thrombopénie immune ou syndrome d'Evans, traités par rituximab avec un recul d'au moins 12 mois, avec une réponse complète définie comme une hémoglobine supérieure à 12 ou 13 grammes par décilitre selon le sexe, et un taux de plaquettes supérieur à 100 gigas par litre. Nous avons bien sûr exclu les patients de moins de 15 ans et les dossiers incomplets. L'étude statistique a été faite sur le logiciel Jamovi. Alors, nous avions donc une cohorte initiale de 95 cas, dont 61% avaient reçu du rituximab, et nous avons gardé donc 41 inclusions avec un recul de 12 mois, de sexe majoritairement féminin, avec un âge médian de 42 ans. Alors, initialement, les patients suivis pour cytopénie auto-immune étaient représentés à raison de 47% par les patients suivis pour thrombopénie immune, mais dans les cas inclus, nous passons à 75% au détriment de l'anémie hémolytique auto-immune. Et ces patients suivis pour thrombopénie étaient également les patients qui recevaient le plus grand nombre de lignes thérapeutiques avant le traitement par rituximab. Sur le plan biologique, nous avions un taux médian de plaquettes à 11 gigas par litre.
un taux médian d'hémoglobine à 7,68 g par décilitre et un taux de réticulocytes élevé témoignant d'une hémolyse active. Et le score hémorragique moyen chez les patients thrombopéniques était de 8. Donc, la durée d'évolution médiane avant l'introduction du traitement était de 14 mois. Tous les patients avaient reçu une corticothérapie. Chez les patients suivis pour thrombopénie immune, on note une diversité aussi des traitements, avec le tiers des patients qui avaient été splénectomisés, 17% des patients qui avaient reçu des immunoglobulines intraveineuses et 18,9% patients des agonistes et récepteurs de la thrombopoïétine. Quant à la réponse au rituximab, les 2 tiers des patients avaient reçu le protocole J1, J15 au détriment du protocole hebdomadaire, avec une réponse globale à 62,9%. Et chez les patients rechuteurs, 10 d'entre eux avaient bénéficié d'un retraitement par rituximab, chez qui nous retrouvons une réponse de l'ordre de 80%. L'analyse univariée n'avait pas retrouvé de facteurs associés à une réponse hématologique du rituximab. Le profil de sécurité était satisfaisant chez des patients ayant tous reçu une prémédication. Le tiers d'entre eux étaient vaccinés. Nous n'avions noté aucune infection et 3 patients avaient présenté une hypogammaglobulinémie pour une médiane de suivi de 27 mois. Donc, si l'on compare ces résultats à la littérature, nous avons donc une proportion de patients thrombopéniques supérieure à celle des patients suivis pour anémie hémolytique et syndrome d'Evans, ce qui se retrouvait dans la littérature, que l'on peut expliquer éventuellement par un plus grand recul dans la thrombopénie immune et éventuellement des étiologies plus variées et peut-être la crainte d'une hémopathie sous-jacente ou d'une infection sous-jacente dans l'anémie hémolytique. Nous avions donc un taux d'hémoglobine et de plaquettes similaire à ceux rapportés dans la littérature, mais nous retrouvons également la notion de nombre de lignes de traitement préalable plus élevé dans le cadre de la thrombopénie immune, ce qui pourrait peut-être s'expliquer par un arsenal thérapeutique plus important, mais peut-être un manque d'efficacité ou de réponse soutenue dans ce domaine. La réponse globale dans la littérature allait de 54 à 96%, similaire à la nôtre, mais cette hétérogénéité des réponses pourrait être expliquée par des caractéristiques démographiques différentes, une durée de la maladie préalable qui pourrait expliquer aussi cette différence, et les traitements reçus au préalable. Les facteurs associés avec une réponse prolongée étaient une durée de la maladie inférieure à 1 an et une réponse complète préalable aux corticoïdes dans la thrombopénie immune, et un âge plus jeune, une durée moindre de la maladie également, et des anticorps chauds pour l'anémie hémolytique auto-immune. Le retraitement par rituximab a démontré son efficacité avec une réponse et une durée de réponse égale, voire supérieure, ce qui a été démontré dans une série française de 248 cas où la réponse atteignait les 92%. On retient très peu d'effets secondaires qui sont principalement représentés par des réactions liées à la perfusion, les plus fréquents mais rarement graves. Les infections étaient peu fréquentes mais demeuraient l'effet indésirable le plus préoccupant. À noter également des complications retardées à type d'hypogammaglobulinémie et de neutropénie, mais en général transitoires et asymptomatiques. Mais la mortalité directement imputable au rituximab demeurait faible, surtout liée au terrain, c'est-à-dire l'âge et les comorbidités. On voit apparaître dernièrement donc, des séries qui ont étudié le traitement par rituximab à dose réduite à raison de 100 mg par semaine pendant 4 semaines, qui présentaient un meilleur profil sécuritaire pour une efficacité similaire, mais des études prospectives doivent encore être faites. En conclusion, l'utilisation du rituximab au cours des cytopénies auto-immunes gagne en importance de par ses résultats, son profil de sécurité satisfaisant et son aspect moins contraignant. Le rechallenge de cette molécule est possible et efficace, et nous verrons peut-être bientôt des schémas à dose réduite. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Khalani, pour cette excellente présentation. Donc, on va passer à la 4e communication qui va être présentée par Dr Leila Kharoui. Elle va nous présenter la valeur diagnostique et pronostic du BMRI dans les anémies hémolytiques auto-immunes, une étude de 44 cas. Dr Kharoui, à vous la parole. Donc, merci, cher maître, chers confrères, honorable assistance. Permettez-moi de présenter aujourd'hui les résultats d'un travail d'étude réalisé au sein de notre service et qui est intitulé « La valeur diagnostique et pronostic du Bone Marrow Reticulocytes Index », ou autrement appelé BMRI, dans les anémies hémolytiques auto-immunes, une étude de 44 cas.
Donc pour ce faire, nous suivrons le plan suivant, nous introduirons le sujet, nous présenterons les matériels et méthodes, nous exposerons nos résultats et nous les discuterons avant de conclure. Donc rappelons tout d'abord que dans l'anémie hémolytique auto-immune, il s'agit d'une destruction périphérique des globules rouges qui est médiée donc par cette présence d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes des membranes érythrocytaires. Donc cela s'accompagne d'une anémie qui a la particularité d'être régénérative, donc témoignant de la régénération médulaire compensatrice. Cela se traduit sur le plan biologique par une élévation du taux de réticulocytes, autrement dit des valeurs généralement supérieures à 120 000 éléments par millimètre cube, ce qui témoigne de cette activité hématopoïétique importante au niveau médulaire. Cependant, ce taux de réticulocytes peut dans certaines situations être normal, voire bas. On voit des valeurs entre 10 à 20% quand même dans les cas d'anémie hémolytique auto-immune. C'est connu aujourd'hui comme étant un facteur de mauvais pronostic. Et l'explication de la chose serait bien qu'en association à l'hémolyse, il existerait une pathologie médulaire sous-jacente, qu'il s'agisse de carence vitaminique, d'envahissement tumoral ou d'un envahissement infectieux, qui expliquerait que l'hémolyse s'accompagne d'une réticulocytose compensatrice inadéquate, voire complètement absente. Cela a amené donc à la définition de cet index, qui est l'index de régénération médulaire, ou BMRI, qui équivaut donc au taux de réticulocytes multiplié par le taux d'hémoglobine et divisé par la valeur la plus basse de la normale du taux d'hémoglobine. La réticulocytose est considérée donc inadaptée lorsque cet index est inférieur à 121. L'objectif donc de notre étude était de s'intéresser donc à cet index, de l'appliquer à notre série et de déterminer la valeur diagnostique et pronostique de cet index dans le suivi des anémies hémolytiques auto-immunes. Pour ce faire, nous avons donc mené une étude analytique rétrospective au sein du service de médecine interne et d'immunologie clinique du CHU IMSINA de Rabat. Sur une période s'étendant de janvier 2017 à décembre 2024, ont été inclus donc tous les patients adultes présentant une anémie hémolytique auto-immune ayant un suivi minimum de 12 mois. Le BMRI a été calculé chez l'ensemble de ces patients. Le cutoff, donc la valeur seuil retenue, était de 121. En résultat, 44 patients colligés dans cette série, 33 femmes, 11 hommes, donc un sexe ratio nettement faible, 0,33. La médiane d'âge était de 53 ans avec des intervalles allant de 36 à 71,5 ans. La valeur médiane d'hémoglobine était de 5,5 g par décilitre à l'admission, avec des intervalles allant de 4,7 à 7,3 g par décilitre. Pour ce qui est de la valeur médiane des réticulocytes, elle était de 132 000 et donc cet index BMRI a été calculé chez l'ensemble des patients et sa valeur médiane était de 71,7 dans notre série. Pour ce qui est des étiologies des anémies hémolytiques auto-immunes, eh bien dans notre série, elles sont dominées par l'étiologie idiopathique, 43,2%, suivie par le lupus systémique, 29,4%, puis la leucémie lymphoïde chronique à 15,9%, et enfin des proportions plus faibles, les anémies hémolytiques auto-immunes associées à une néoplasie solide, à un syndrome des antiphospholipides, à un lymphome de Hodgkin ou encore à une maladie des agglutinines froides. Pour ce qui est du traitement, 97% de nos patients ont reçu un traitement par corticothérapie, donc à des schémas différents, avec pour résultat une réponse complète chez 73,3% d'entre eux et une réponse partielle chez le reste des patients. Globalement et sur une durée de suivi minimale de 12 mois, eh bien, 80% des patients ont nécessité une seule ligne thérapeutique. Chez 18% d'entre eux, on a eu recours donc à une deuxième ligne thérapeutique. Et enfin, 2% ont reçu 3 lignes thérapeutiques pour l'anémie hémolytique auto-immune. Au cours du suivi, 12% de patients vont présenter une rechute après un délai médian de 7 mois. Il s'agit essentiellement des anémies hémolytiques auto-immunes idiopathiques, mais également des anémies associées à une néoplasie, avec une valeur médiane d'hémoglobine de rechute à 6 g par décilitre. 2 cas de décès ont été notifiés dans cette série, donc suite à un choc septique ou à une insuffisance cardiaque, respectivement. Et pour ce qui est donc du BMRI, eh bien, lors de la régression linéaire, on retrouve les éléments suivants. Qu'il existe d'abord une corrélation positive importante entre l'index BMRI et le taux de réticulocytes. On le voit donc avec un R carré à 0,77 et un petit p nettement significatif. La même remarque s'applique également par rapport à sa corrélation avec le taux de lactate déshydrogénase, et donc là aussi qui est nettement significatif. Le nombre de lignes thérapeutiques reçues également par les patients, où on trouve une corrélation plus faible mais tout de même présente. De même pour ce qui est de la réponse initiale à la corticothérapie, pour laquelle l'index BMRI donc, est inversement proportionnel. Enfin, il n'existe pas de lien significatif dans notre série par rapport à cet index quand il s'agit de rechute de la maladie hémolytique ou par rapport au sexe des patients.
Ces éléments ressortis donc dans cette étude nous permettent d'émettre la discussion suivante. D'abord, cette forte corrélation de cet index avec le taux de réticulocytes permet donc de soutenir l'hypothèse selon laquelle il reflèterait effectivement la réticulocytose médulaire compensatrice lors des phénomènes d'hémolyse. Ensuite, sa corrélation importante avec le taux de LDH nous permettrait de penser que non seulement il s'associe à ce phénomène-là, mais qu'en plus il est associé également à la sévérité de l'activité hémolytique. Ensuite, la corrélation positive avec le nombre de lignes thérapeutiques reçues permet d'émettre l'hypothèse que les patients présentant un taux de BMRI plus élevé initialement pourraient être les patients nécessitant un traitement plus intensif pour obtenir une rémission. Ces données se retrouvent donc dans la littérature, notamment dans les 2 études présentées ici, qui avaient été publiées dans l'American Journal of Hematology et qui avaient utilisé ce même paramètre, donc cet index, sur des séries de patients présentant une anémie hémolytique, et que pour ce cutoff de 121, cet index-là permettait de distinguer les hémolyses avec une réticulocytopénie inadéquate, avec une sensibilité de 90% et une spécificité estimée à 65%. C'est ce qui lui a valu également son apparition dans la liste donc, de la démarche diagnostique devant une anémie hémolytique auto-immune dans le protocole national de soins français, dans sa mise à jour de 2024. Et donc en conclusion, eh bien, cette évaluation de l'érythropoïèse médulaire peut être très importante dans la prise en charge des patients présentant une anémie hémolytique auto-immune, puisque cela permet non seulement d'évaluer la régénération médulaire, mais également d'orienter le diagnostic et la prise en charge optimale, puisque cela permet de détecter les anomalies ou les pathologies sous-jacentes. Et donc cet index, qui est d'utilisation facile en pratique quotidienne, pourrait être un marqueur pertinent pour évaluer l'efficacité de la réponse érythropoïétique médulaire, puisqu'il distinguerait donc entre les formes régénératives typiques des anémies hémolytiques auto-immunes par rapport aux formes où une pathologie médulaire sous-jacente ferait ou limiterait la réponse médulaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Kharaoui, pour ce travail très original, donc étude très intéressante. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est dans les temps et comme les 4 présentations sont complémentaires, donc peut-être qu'on va laisser la parole à la salle pour des questions. Et donc j'invite les 4 orateurs donc, à nous rejoindre devant le public, donc comme ça on pourra leur poser directement les questions. Donc il y a Dr. Bekhtab, Oumé Marayan, Mahmoud Khanani et Dr. Léna Khatoubi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Oui? Comment ça se Merci. Ma question pour Dr. Oumé Marayan, en fait, pour la corrélation de la survenue des infections. Dans votre cours, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation, par exemple, entre le taux de complément, l'atteinte rénale? Est-ce que, par exemple, ceux qui font beaucoup d'atteinte rénale, ils ont plus d'infections? Ou bien ceux qui ont un complément plus bas, ils ont plus d'infections? Quel est le facteur le plus qui s'accompagne plus aux infections? Dans votre étude? Dans notre étude, ça ne sort pas comme un facteur de risque associé. Dans la littérature, on trouve que l'atteinte rénale pourrait être associée aux survenues de complications infectieuses. La consommation du complément également. Mais dans notre étude, ça n'a pas été évalué. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vais me permettre de vous poser des questions. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour ces communications vraiment très intéressantes. Et je sais que c'est des travaux qui ont pris beaucoup de temps. Il y en a que j'ai encadré moi-même, donc je vous félicite. Surtout professeur Bekhtab Sami, c'est un travail de titan la néphropathie publique parce qu'on a une des plus grosses séries marocaines. Donc bravo d'avoir mené ce travail jusqu'au bout et d'avoir analysé les facteurs pronostiques de la néphropathie publique. Moi j'avais des questions par rapport à ça. C'est dommage, en fait, on n'a pas des histologies pour tous les patients. Ça peut être une contrainte pour une éventuelle publication, mais dans les critères d'inclusion, vous avez mis soit on a une confirmation histologique, soit on a d'autres signes indirects qu'il y a une atteinte rénale pour laquelle on n'a pas d'autres explications. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on a une contre-indication pour la biopsie par voie transpariétale, mais logiquement, il y a la possibilité d'avoir par voie transjugulaire. Donc, je ne sais pas si on peut utiliser ce critère comme un critère d'inclusion. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être regarder et voir sur le plan méthodologique, est-ce qu'on a le droit de le dire? Parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas accès à une technique à moindre risque, notamment les patients
qui ont des contre-indications à la biopsie par voie transpariétale, qui ont une hypertension artérielle ou mal contrôlée surtout, ou bien qui sont sous anticoagulants. Et c'est cela qui nous pose problème. Donc, et ça, c'est vrai qu'on doit intégrer dans la discussion éventuellement des résultats. La remarque que j'ai eue, c'est qu'il y a une discordance entre le pourcentage de la néphropathie réplique entre votre présentation et celle de Dr Omaï Marayan. Est-ce que c'est juste dû, et là j'ai la réponse, c'est à vous que je pose la question tous les deux, comment expliquer cette différence? Parce qu'Omaï Marayan a 50% d'atteinte rénale, le Dr Boukhtab il a 30%, ce qui est le chiffre le plus proche de la littérature, parce que généralement la néphropathie réplique c'est à peu près 30 à 40% des cas. Est-ce que dans votre travail pour les complications infectieuses, c'est juste un biais de sélection durant la période d'études? Parce que quand même, c'est énorme, un malade, une patiente sur deux qui a une néphropathie publique. Donc je pense que c'est juste du fait du hasard, probablement. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? Effectivement, c'est probablement ça. Il y a un autre cas concernant les détails. Et ça pourrait éventuellement c'est vrai, même dans la libération. Ça fait à peu près un tiers des questions. C'est variable. 30 à 60%. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pousser un petit peu plus loin la période d'études, de faire une grande. Un peu plus loin. Et par rapport à la première remarque que vous avez formulée, les résultats ont montré que la plupart des patients qui n'ont pas pu bénéficier de cette TPM-là, c'est des patients déjà très graves, des patients graves, mais c'est justement ces patients qui rentrent dans la catégorie très péjorative. Et c'est ça qui a permis en fait de fausser, de changer un petit peu les chiffres et de ne pas avoir cette corrélation histologique malheureusement. Et donc oui, ça aurait été idéal de faire le TPM en France. Et dans votre travail, est-ce que vous avez pu analyser les biopsies de contrôle? Parce qu'on a des patients chez qui on a fait les biopsies de contrôle généralement lors des rechutes. Maintenant, de plus en plus d'équipes les recommandent lors du suivi pour savoir est-ce qu'il y a une rémission histologique, qui est la vraie rémission finalement, rénale. Est-ce qu'on a, je pense qu'on n'a pas de malade peut-être qui a eu une biopsie juste pour, dans un but de diagnostic histologique, mais qu'en est-il des classes histologiques lors des rechutes? Est-ce que on n'a pas ces données-là? Je pense que vous n'avez pas eu le temps parce que c'est 7 minutes, c'est un peu court, mais est-ce qu'on a un changement de classe histologique lors des PPR de contrôle lors des rechutes ou bien c'est les mêmes? Donc c'est juste que, comme on n'en a pas parlé, mais oui, il y a des changements de classe. On a des classes non prolifératives qui deviennent prolifératives, d'autres qui deviennent classe 5. Donc il y a ces changements-là. Oui, ça a été noté lors des... Ça, je pense que c'est un élément très important à mettre, les classes histologiques lors des rechutes, pour voir est-ce que les malades ils changent de classe, est-ce qu'ils sont plus graves ou moins graves, donc ça c'est important. Et est-ce qu'on a une idée sur les délais des rechutes et éventuellement les facteurs qui sont responsables de ces rechutes? Parce que ce n'est pas toujours échappement thérapeutique, il y a aussi le problème d'observance. Est-ce que ça a été analysé dans cette série? C'est une réelle problématique qu'on a avec les patients. C'est une autre limite de cette étude-là, c'est que ça n'a pas vraiment été étudié, il y a des scores spécifiques qu'il faudrait calculer. Il faudrait vraiment se pencher sur le prospectif pour essayer d'éviter ce travail un peu plus long. Oui, effectivement, ça joue énormément sur. Et les moyens de rechute étaient de combien? Le délai moyen était de 24. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dr Boukhtab? Les plus jeunes, hein. Alors, donc on va passer à la deuxième présentation. Donc, pour les complications infectieuses du lupus, donc c'est vrai que le message le plus important, c'est que la corticothérapie est délétère dans la maladie auto-immune. Ça ressort, c'est les données internationales, mais on a l'objectif dans cette étude, et bravo donc d'avoir mené ce travail, et qui doit nous inciter. En fait, le message à réduire les doses des corticoïdes, c'est quelque chose qu'on discute régulièrement lors des visites, lors des staffs, que ce soit pour les bolus et même la voie orale. Donc, on aurait aimé avoir, c'est vrai que le caractère rétrospectif ne permet pas d'avoir des données qui sont complètes et précises. Par exemple, pour les bolus des silmétrol, est-ce que si tous les malades ont utilisé 15 mg kilo sur 3 jours, ou bien c'était un peu moins? Je sais que maintenant dans le service, on a tendance à réduire les posologies pour les bolus multiprénisolone, vu qu'il n'y a pas d'étude qui a démontré que 7,5 ça fait mieux que 15 ou 10. Donc on a tendance à réduire, sauf urgence vitale vraiment menaçante où on met des fortes doses.
et la corticothérapie orale aussi. Donc, est-ce qu'on a cette donnée? Deuxièmement, pourquoi la corticothérapie au-delà de 10 mg ne ressort pas comme un élément associé alors que c'est rapporté dans la littérature? Par rapport à la question de la corticothérapie, c'est la formation. Est-ce que c'est 15 mg, est-ce que c'est 10 mg pratiquement par jour? Donc, c'est juste en moyenne. Et par rapport à la corticothérapie inférieure à 10 mg, il y a une étude qui a comparé la prise de corticothérapie à 7,5 mg, la prise de corticothérapie supérieure à 7,5 mg par jour, elle augmente également le risque de complications. Mais dans notre étude, pourquoi ça ne sort pas? On n'a pas analysé la dose de la corticothérapie et la survenue de complications. Lors de l'événement infectieux, c'est ça. On n'a pas fait la corrélation de la dose et la survenue de complications. Par manque de données dans les dossiers, non, c'est juste sur le plan technique, c'est-à-dire statistique. D'accord. Et est-ce qu'on a aussi, par rapport à ces complications infectieuses, est-ce qu'il y avait, à part la plainte rénale, est-ce qu'il y a d'autres comorbidités qui interviennent, par exemple le diabète, l'âge, il y a des fois on a des patients qui sont âgés, l'hémodialyse, l'insuffisance rénale chronique terminale, est-ce que ça ressort comme comorbidité associée qui augmente le risque infectieux chez les malades ou pas? Mais la plainte rénale, en général, augmente le risque d'infection. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le docteur Hanani, donc, alors, c'est un travail vraiment qui est très intéressant parce que ça porte sur les cytopénies auto-immunes idiopathiques. Donc, alors, et là aussi, j'avais en fait un complément d'information par rapport au délai de rechute. Est-ce que c'était un peu tardif ou bien c'était précoce, moins de 2 ans? C'est vraiment dans les 2 ans, plus ou moins. Je crois que le début était autour de 23-24 mois, et c'est un peu ce qui ressort dans la littérature et sur les données qu'on a sur l'infliximab en général. Et est-ce qu'il y a un profil particulier des patients recheteurs dans la série ou dans la littérature? Non, j'en ai pas retrouvé en particulier. Non, alors, notamment le PMRI, comme ça, dans le... Est-ce que vous avez pu l'analyser? Non. Et la corrélation de la rechute et c'est un... J'ai pas analysé ça, non. J'ai pas analysé le lien, effectivement. C'est vrai que ça peut être intéressant de le faire, mais dans cette étude, j'ai pas. Et est-ce qu'il y a des patients qui ont eu un protocole de rituximab dose réduite de 100 mg? Non. En fait, les données que j'ai retrouvées, ce sont des études très récentes de 2024 et 2025, et ça n'a pas encore été implémenté au service. On est resté vraiment sur la dose 1 g via 15. Et bon, je n'ai pas mis, mais il y a une étude qui a été faite avec la même dose, mais qui n'a pas retrouvé vraiment d'efficacité. Donc il faut vraiment être dans du prospectif pour retenir cette possibilité. Merci. Alors, par rapport à l'indice de PMRI, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message finalement? Est-ce qu'on doit commencer à le faire systématiquement? Est-ce qu'il y a une application pour le calculer? Comment vous faites en pratique? La formule que j'ai présentée, oui, c'est un calcul très rapide qu'on peut faire en consultation. C'est vraiment le produit donc, de la valeur de l'hémoglobine, le taux de réticulocyte, divisé par la normale de l'hémoglobine, c'est-à-dire la valeur inférieure de la normale de l'hémoglobine. Donc c'est un calcul qu'on peut faire directement sur son téléphone ou sur son PC en consultation. Et en fait, l'intérêt pratique, en tout cas dans la limite de ce qui a été validé par les études, ce serait vraiment de pouvoir dire est-ce qu'il n'y a que l'auto-immunité qui est responsable de l'anémie ou est-ce que cette anémie cache aussi autre chose? Et ça expliquerait pourquoi les patients ont des réponses partielles, comme c'est le cas par exemple dans la série des anémies multiples auto-immuniques, où même sous forte dose de corticoïdes, on a quand même un quart des patients qui est en réponse partielle, en l'absence de transfusion. Donc peut-être que, c'est d'ailleurs la suite de ce travail, c'est de déterminer les autres facteurs d'anémie chez ces patients-là qui n'étaient pas entièrement répondeurs ou dont les réponses étaient insuffisantes, ou des rechutes précoces. On a quand même un délai de rechute de 7 mois, c'est assez précoce. Peut-être que c'est effectivement soit un contexte d'infection, de carence vitaminique qui n'avait pas été diagnostiquée, n'avait pas été traitée, de myélodysplasie associée, etc., qui entrerait une infection, le parvovirus P19 par exemple, qui expliquerait justement la profondeur de l'anémie et la non-réponse ou la réponse insuffisante. Donc ce serait vraiment l'intérêt, juste pour aider un peu à faire la part des choses, sans avoir à rajouter des bilans supplémentaires ou quoi que ce soit, c'est-à-dire vraiment juste sur le taux de réticulocyte. Donc même les patients qui ont une anémie qui est très régénérative,
ça vaut la peine de leur faire, de calculer l'indice. Parce qu'en plus d'aider le bilan étiologique de l'anémie, on a également découvert dans les études justement qui ont été faites en ce sens qu'il avait aussi d'autres intérêts, notamment pronostiques. On avait vu que certains patients finalement évoluaient mieux que d'autres, avec moins de rechutes et qui avaient besoin de moins de doses thérapeutiques. Alors c'est ressorti comme significatif même dans notre série 1 pour les anémies hématolytiques. Donc ça a finalement un double intérêt. Même pour identifier les délais de suivi des patients ultérieurement, pour les préparer à une biothérapie probablement ultérieure après la corticothérapie, ça peut être un paramètre important et surtout qui n'est pas coûteux, qui est facile à utiliser. Par contre, pour la notion de rechute, alors je ne l'ai pas appliqué à l'autre série des cytopénies auto-immunes, mais uniquement aux anémies hémolytiques auto-immunes, seules, on n'avait pas de corrélation statistiquement significative dans la série de CLS. Donc, en tout cas, cette limite-là, je n'avais pas de preuve dessus. En fait, c'est un travail qu'il faut continuer à inclure de nouveaux malades, comme ça on aura une idée qui est précise. L'idéal, c'est de faire un travail multicentrique pour inclure plus de malades, vu que les pathologies sont rares, que les cytopénies sont rares. Ben, merci, bravo, donc félicitations à vous tous. Donc, on va enchaîner, donc on va passer à la communication suivante, qui va être présentée par Dr Dreki, qui va nous... du CHU Mohamed VI de Marrakech, service médecine interne. Il va nous présenter des complications infectieuses des traitements biologiques en médecine interne. À vous la parole, vous avez 7 minutes. Merci. Donc bonjour, chère honorable présence, chers maîtres, chers collègues. Donc je vais vous parler de l'expérience du service de médecine interne concernant les complications infectieuses observées au cours du suivi des patients sous biothérapie. Donc la biothérapie, c'est quoi? C'est un traitement qui a révolutionné la prise en charge de nombreuses maladies rhumatismales et auto-immunes. C'est un traitement qui module l'immunité. Il agit sur les cytokines inflammatoires, les cellules impliquées dans l'inflammation, les récepteurs des cytokines. Mais en modulant finement le système immunitaire, ils exposent les patients à des risques infectieux très importants, parfois graves ou opportunistes. Donc la fréquence qui est décrite dans la littérature, c'est entre 20 et 50% toute infection confondue, 2 à 8% pour les infections sévères. Les infections sévères étant celles qui ont nécessité l'hospitalisation, un traitement intraveineux ou qui ont engendré un décès. Donc l'intérêt, c'est qu'il faut faire un bilan pré-thérapeutique complet pour détecter les risques infectieux avant de démarrer le traitement biologique. Donc l'objectif de ce travail était de décrire l'expérience du service de médecine interne de Marrakech concernant les complications infectieuses observées chez les patients sous biothérapie. Donc c'était une étude observationnelle rétrospective monocentrique qui s'est étalée sur plus de 9 ans, de janvier 2016 à juin 2025. Donc, ont été inclus tous les patients sous biothérapie qui ont présenté une infection sévère ou non sévère lors de leur suivi. Ont été exclus les patients ayant présenté une infection sous corticothérapie ou autre immunosuppresseur seul, donc qui n'étaient pas sous biothérapie, et quelques dossiers inexploitables. Donc, nous avons pu colliger 82 dossiers qui représentaient 82 patients, qui sont répartis selon leur sexe en 48 femmes, soit 57%, 34 hommes, soit 43%. Par rapport à là, c'est une population relativement jeune avec une moyenne de 39 ans, avec des extrêmes d'âge allant de 18 ans. C'était un patient qui était sous infliximab pour un oculo-B7 avec atteinte grave. Et à des extrêmes d'âge de 71 ans, c'était une patiente sous tocilizumab pour une artérite à cellules géantes avec une aortite. Donc la distribution des classes thérapeutiques et de biothérapie concernait plus les patients sous anti-TNF qui représentaient 43 patients. Majoritairement sous infliximab et adalimumab, suivi par 23 patients sous anti-CD20, rituximab, suivi par 14 patients sous anti-IL6, donc tocilizumab, et 2 patients sous anti-IL17, secukinumab.
Concernant les indications, c'était surtout les rhumatismes inflammatoires, donc la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthropathies, le rhumatisme psoriasique. Il y avait aussi une part importante de vascularite, la maladie de Behçet, surtout avec des atteintes sévères neurologiques ou oculaires, la granulomatosie avec polyangéite, ainsi que pour les conjonctivites, le lupus avec atteinte rénale réfractaire, des atteintes cutanées sévères, les atteintes articulaires corticodépendantes, le gouge rochograne avec des atteintes neurologiques. Enfin, d'autres indications moins fréquentes, c'était les uvéites non infectieuses, les PTI, les sarcoïdoses. Donc, qu'en est-il du bilan préthérapeutique? Donc, nous sommes basés sur les recommandations. D'abord, on fait une anamnèse et examen clinique à la recherche des infections sévères, chroniques, récidivantes ou résiduelles. Donc, la tuberculose maladieuse, le comptage tuberculeux, le statut vaccinal, les antécédents de néoplasie solido-hématologique, la notion de grossesse ou désir de grossesse, les maladies rénales, cardiaques, hépatiques. L'examen paraclinique systématique comprend l'NFS, la CRP, la fonction hépatique rénale, le CBU, les sérologies, hépatite B, hépatite C, HIV, le quantiférant qui est plus utilisé que l'ITR, la radiographie thoracique et l'échographie abdominopelvienne et cervicale à la recherche de néoplasie, les bêta-ACG pour les femmes jeunes, le CG et l'échographie, pas dans les recommandations officielles, mais pratiquées dans notre service pour dépister une atteinte cardiaque liée à la maladie ou une contre-indication à un type de biologique. Donc, qu'en est-il des résultats? Donc, on a pu retrouver lors du screening pour l'hépatite B un seul patient avec un profil antigène HBS positif, anticorps anti-HBS négatif et charge virale positive. Donc, c'était une hépatite chronique. 2 autres patients avaient présenté un profil HBS négatif, HBC positif, anti-HBS négatif. Donc, c'était une hépatite guérie. Donc, le risque de réactivation de l'hépatite B dans le contexte d'une immunosuppression est reconnu. Donc, suivant les recommandations des sociétés savantes, on a traité les 3 patients par antiviral, donc les Tefovir, le premier patient pour traiter l'hépatite B chronique, les 2 autres pour éviter une réactivation puisque les patients étaient prévus pour commencer un anti-CD20. Concernant les quantiférants, donc 5 patients avaient un quantiférant positif, donc en absence de signes de tuberculose maladie, donc c'était une latente. Les patients ont été traités selon les recommandations par prophylaxie antituberculeuse, rifampicine, isoniazide, 2 mois avant le commencement de la biothérapie. Donc, pour le résultat, on a pu retrouver 14 infections par rapport à 82 patients. Ça nous fait 15%. De ces 14, donc 7 étaient sévères, 5 donc des infections sévères, 7 des infections étaient sous anti-TNF, une sous anti-CD20 et une sous anti-interleukine 6. Donc, sous anti-TNF, nous avons relevé 11 infections. La majorité étaient des infections bénignes, dominées par des infections urinaires à Escherichia coli et des infections cutanées à Staph aureus qui sont survenues dans un délai entre 3 mois et 3 ans du commencement de la biothérapie. Donc, ils ont été traités par des antibiotiques pour des durées courtes selon les recommandations avec guérison et n'ont pas eu d'impact sur la biothérapie. À noter que 3 d'entre eux étaient sous forte dose de corticothérapie, 10 à 15 mg par jour, et 2 étaient diabétiques. Pour les infections graves, 2 patients ont présenté des arthrites septiques à Staph aureus et des gastro-entérites sévères sans germes identifiés, dans des délais allant de 3 mois à 3 ans, donc qui ont été traités par antibiotiques. À noter encore que 2 patients étaient sous dose forte de corticothérapie. Enfin, un patient a développé une miliaire tuberculeuse après 9 mois d'adalimumab. Il a reçu un traitement antibacillaire pendant 9 mois. On a repris la biothérapie après la fin du traitement antibacillaire. Sous anti-CD20, seuls 2 cas d'infection ont été observés. Le premier était une candidose vulvovaginale non grave à Candida albicans traitée par monodose de fluconazole avec guérison rapide, sans impact sur la biothérapie. Le second cas était un sepsis à point de départ urinaire à Klebsiella ocytosa, sensible à C3G, quelques jours après sa dernière cure de rituximab, pris en charge par C3G pendant 8 jours. La patiente n'avait pas d'hypogamma. L'évolution était favorable, mais la biothérapie a dû être interrompue. Donc, les délais d'apparition constatés étaient précoces à 7 mois pour la candidose et tardives à 5 ans pour le sepsis. Donc, sous anti-interleukine 6, un seul cas d'infection a été retrouvé. Il s'agissait d'une tuberculose pleurale avec épanchement pleural massif, survenu un an après le début du traitement. Le patient était sous 15 mg par jour de corticothérapie. La prise en charge a reposé sur un traitement antibacillaire de 6 mois avec issue favorable. La biothérapie a dû être arrêtée jusqu'à la fin du traitement. Et sous anti-interleukine 17, aucune infection n'a été notée. Donc, les 2 cas de tuberculose concernaient des patients avec quantiférant initialement négatif. Donc, aucun patient avec quantiférant positif ayant reçu la chimioprophylaxie n'a développé de tuberculose et aucun patient n'a réactivé son hépatite.
Donc, nous arrivons à la discussion. Cette figure montre une représentation du taux d'incidence des infections graves avec divers biologiques. Cela provient d'une méta-analyse la plus complète à ce jour, donc une dizaine de milliers de patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde. Les chiffres montrent entre 3 et 5 événements infectieux graves pour 100 patients par année pour toutes les biothérapies. Donc, ce tableau représente les différents signaux infectieux avec différentes biothérapies. Globalement, toutes les biothérapies augmentent le risque d'infections non graves et graves, en particulier les infections bactériennes. Avec les anti-TNF et les anti-interleukine 6, nous craignons la réactivation de la tuberculose et d'autres infections mycobactériennes non tuberculeuses. Avec les anti-TNF et anti-CD20, il existe une inquiétude pour les infections fongiques et opportunistes, et la réactivation de l'hépatite B est la plus préoccupante avec le rituximab. Avec les JAK inhibiteurs, nous craignons particulièrement le zona. Donc, nos résultats en comparaison avec la littérature, les infections non sévères sous biothérapie sont fréquentes, 15% dans notre série contre 20 à 5% dans la littérature. Dans notre cohorte, les infections urinaires et cutanées prédominent, alors que les données publiées rapportent surtout des infections ORL et des infections des voies respiratoires supérieures. Pour observer chez nos patients, la littérature décrit également des réactivations de l'hépatite B sous anti-CD20. Aucun cas n'a été noté dans notre série. Les infections sévères sont moins fréquentes, donc 8% dans notre série, en accord avec les chiffres rapportés dans la littérature. Parmi elles, la réactivation de la tuberculose est l'une des plus redoutées sous anti-TNF et anti-IL6. Nous n'avons pas relevé aucun cas de réactivation, seulement 2 cas de tuberculose survenus sous ces molécules. Concernant les anti-IL17, la littérature rapporte des infections rares, ce qui confirme notre étude. Donc, aucune infection n'a été notée sur anti-IL17. Donc, il faut toutefois rappeler que de faibles taux d'infection ne reflètent pas toujours la vraie vie. Dans notre série, donc, aucune infection respiratoire bénigne n'a été rapportée, alors que chacun d'entre nous fait en moyenne plusieurs épisodes d'infection ORL ou bronchique par an. Plusieurs facteurs expliquent cette sous-déclaration. Donc, certains symptômes infectieux sont attribués par les patients à leur maladie inflammatoire, entraînant un retard diagnostique. D'autres hésitent à signaler leur infection par crainte de voir interrompre la biothérapie, considérée par eux comme un traitement miracle, et en transformer leur qualité de vie. Ainsi, il est probable que les infections soient plus nombreuses que celles recensées, surtout pour les infections non sévères. Donc, pour conclure, les biothérapies actuelles, bien qu'efficaces, exposent à un risque infectieux accru qu'il faut savoir anticiper et gérer. Une surveillance clinique régulière et une bonne éducation du patient permettent de limiter ces risques. Les 10 dernières années ont d'ailleurs apporté des progrès qui rendent leur utilisation plus sûre, mais la vigilance reste indispensable pour protéger les patients. Donc, dans notre série, les infections observées restent rares. Toutefois, il est essentiel de rappeler que le risque infectieux ne concerne pas uniquement les biothérapies. La majorité de nos patients reçoivent également des glucocorticoïdes. Il est recommandé de les utiliser seulement à court terme, mais en réalité, on garde nos patients sous corticothérapie plus longtemps qu'on le souhaite. Les corticoïdes représentent un facteur prédictif indépendant d'infection, qu'il s'agisse d'infections graves, bénignes, opportunistes, en plus de leurs nombreux autres effets indésirables. Le risque infectieux lié aux corticoïdes est dose dépendant, au-delà de 10 à 15 mg par jour. Il augmente de manière significative. Ainsi, si les biothérapies accroissent le risque infectieux, celui-ci reste le plus souvent bénin et gérable, tandis qu'elles permettent surtout de réduire, voire d'arrêter les corticoïdes, qui eux augmentent plus significativement le risque infectieux. Merci. Merci, Dr Trekli, pour cet excellent travail. On va passer à la prochaine présentation. Dr Sarah Benouahi, du CHU Nisina de Rabat, va nous présenter le bilan d'activité de la consultation inflammation oculaire concernant les UVI. À vous la parole. Chers maîtres, chers confrères, honorable audience, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui le résultat de notre travail effectué au sein du service de médecine interne du CHU Ibn Sina Rabat et qui portait sur le bilan d'activité de la consultation inflammation oculaire dans notre service. À ce propos, je vais adopter le plan suivant. On commence par une introduction, ensuite matériel et méthode, puis détailler les résultats et enfin, nous discuterons nos résultats avant de terminer par une conclusion.
Comme guise d'introduction, les uveites sont des inflammations intraoculaires affectant les différentes structures de l'UV. Elles représentent un ensemble de pathologies hétérogènes, tant sur le plan clinique qu'étiologique. Elles peuvent être révélatrices de nombreuses affections systémiques, notamment auto-immunes, infectieuses ou néoplasiques. En pratique, la prise en charge des uveites nécessite souvent une approche pluridisciplinaire impliquant les ophtalmologues, les médecins internistes, particulièrement lorsque l'étiologie est extraoculaire ou complexe. Comme objectif, donc l'objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutives des uveites, prises en charge en consultation de médecine interne. Concernant la partie matérielle et méthode, dans cette étude, il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée au service de médecine interne du CHU Ibn Sina de Rabat sur la période de 6 ans s'étalant de 2018 à 2024, et cette étude a intégré 247 patients vus en consultation d'inflammation oculaire. Passons aux résultats. Dans notre série, on note une prédominance féminine avec un pourcentage de 60% versus 40% de population masculine avec un sexe ratio homme sur femme de 0,66. L'âge moyen au moment de diagnostic était de 40 ans avec des extrêmes allant de 16 à 76 ans. Concernant le tableau clinique inauguraux, 45% des patients présentaient un tableau clinique mixte fait de BAV avec œil rouge, 33% de BAV et 21% présentaient des tableaux cliniques faits de myodysopsie, brouillard visuel, douleur oculaire et larmoiement et autres tableaux cliniques. La répartition des étiologies dans notre étude était comme suit. On a 30% d'uveites 36% d'uveites idiopathiques, suite de la maladie de B7 à un pourcentage de 24%, de la tuberculose 5%, du VKH 5,2%, de la sarcoïdose 3%, et les autres pathologiques sont présentées par la maladie de Thornton, SPA, des uveites associées à l'HLA-B27, du Koch-Roch-Sjögren et autres, ainsi que les uveites infectieuses faites de toxoplasmose, partonellose, borréliose, herpès et candida albicans. Plusieurs types d'atteintes oculaires ont été identifiés. L'uvéite antérieure représentait la forme la plus fréquente retrouvée chez 63% des cas. L'uvéite postérieure était observée chez 55% et l'uvéite intermédiaire chez 54%. Une vascularite rétinienne a été objectivée chez 77 patients, représentant 31% des cas. Il est important de souligner que plusieurs patients présentaient plus qu'un type d'atteinte simultanément, à savoir qu'on a 60% d'atteintes mixtes. Sur le plan thérapeutique, 86% des patients ont reçu une corticothérapie orale et ou en IV. Et parmi les autres traitements, on trouve les immunosuppresseurs, à savoir le méthotrexate chez 27% des patients, cyclophosphamide Immura chez 20%, la colchicine c'est 22% et les anti-TNF chez 24% de nos patients et d'autres thérapeutiques en fonction de l'étiologie. Concernant la durée moyenne du suivi, elle a duré 7 ans avec une durée moyenne de rémission à 2 ans et demi. Et près de 48% des patients ont présenté au moins une rechute avec une moyenne de 1,72 rechutes par patient. En ce qui concerne l'évolution, 26% des patients ont été malheureusement perdus de vue et 82% des patients restants avaient une évolution favorable, 18% avaient une évolution défavorable dans 13% de cécité. Concernant la discussion, on a comparé sous forme de tableau notre série avec plusieurs études marocaines, maghrébines et internationales. Sur le plan démographique, notre série elle montre un âge moyen autour de 41 ans, comparable aux données tunisiennes et turques, et légèrement inférieur à celui de la cohorte internationale SAN. Le sexe ratio il reste globalement équilibré avec une légère prédominance féminine, sauf en Turquie où la proportion masculine est plus élevée. Concernant les étiologies, les uveites idiopathiques ils occupent une place importante dans toutes les séries avec des fréquences allant de 30 à 44%. La maladie de B7 constitue la première cause au Maghreb, notamment en Turquie et au Maroc, confirmant le poids particulier de cette pathologie en zone méditerranéenne. La tuberculose et la sarcoïdose restent présents mais moins fréquentes, alors que le VKH est retrouvé de manière constante à des taux modestes. Sur le plan anatomique, l'uvéite antérieure est prédomine dans toutes les séries, oscillant entre 42 et 63% des uvéites. Les uvéites postérieures, intermédiaires et panuvéites gardent une variabilité importante selon les pays. Elles sont plus fréquentes dans notre étude et dans les séries maghrébines, alors qu'elles sont moins fréquentes dans la cohorte SAN. Concernant l'évolution, elle est globalement favorable et stable dans la majorité des cas, avec des taux d'évolution favorables supérieurs à 78% dans toutes les séries. La cécité reste une complication non négligeable variant entre 8 et 13%, ce qui souligne l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adaptée. Et en résumé, nos résultats rejoignent globalement les données maghrébines et internationales tout en confirmant certaines spécificités régionales, en particulier la fréquence de maladies de B7 et la diversité des formes anatomiques observées.
Pour conclure, les uveites idiopathiques et celles associées à la maladie de Bessa dominent le profil étiologique. Le diagnostic repose sur une évaluation multidisciplinaire et un suivi prolongé. Le pronostic dépend de l'étiologie et de la prise en charge thérapeutique adaptée et de la durée de suivi. Et ces résultats soulignent l'importance d'une collaboration étroite entre internistes et ophtalmologues et surtout d'une bonne relation médecin-malade. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Benouachi Salah, pour cette excellente présentation et bravo pour la qualité des slides. La mise en page est vraiment très très bonne. Alors je pense qu'on est dans les délais, qu'on a aussi du temps. On peut se permettre de s'arrêter et de discuter les trois présentations. Donc j'appelle les trois orateurs, les deux, pardon, Monsieur Dreki et Sarah, donc pour poser quelques questions. Donc la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des remarques ou des éléments à discuter? Alors concernant les complications infectieuses des traitements biologiques en médecine interne, donc c'est un sujet d'actualité, donc travail très intéressant. Merci. En fait, pour le risque infectieux et le traitement biologique, bravo, c'est une excellente présentation. En fait, je voudrais juste une précision. Est-ce que vos malades sont vaccinés avant le traitement? Donc, pour la vaccination est toujours proposée à nos patients, mais les patients au service sont irrégulièrement vaccinés. Il y a un faible taux de vaccination. Donc, cela est dû à plusieurs raisons. Premièrement, le bilan pré-thérapeutique des biothérapies coûte très cher, donc aux alentours de 5 000 dirhams. Donc les vaccins ne sont pas remboursés. Deuxièmement, après la pandémie Covid, donc il y a une vraie réticence des patients vis-à-vis des vaccins. Ils rapportent toujours des relatifs qui ont eu des AVC, des événements post-vaccination. Et aussi, les patients, quand on décide de les mettre sous biothérapie, ils sont déjà sous corticothérapie, sous immunosuppresseur. Et des fois, même l'indication de la biothérapie est très urgente. Donc, on n'a pas le temps de les vacciner. Mais c'est un manque au service qui, donc notre travail a fait ressortir son manque, on doit travailler dessus le plus. Il faut une sensibilisation. Oui, merci. Parle pas. Les plus jeunes. Oui, j'ai une question, je sais pas. Si on a oublié que les patients avant de se faire vacciner, est-ce qu'on peut vacciner et quel type de patient peut-on vacciner? C'est-à-dire quel type de biothérapie peut-on vacciner? Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à l'autre? Bon, il y a des biothérapies qui vont rendre la vaccination moins efficace, comme les anti-CD20, mais on peut toujours vacciner les vaccins inactifs. Mais encore faut-il pouvoir convaincre le patient d'aller se faire vacciner. Donc la réalité des choses, c'est que je pense que la majorité des patients conçus ne sont pas vaccinés. Exactement. Donc en fait, il ne faut pas qu'on rentre les considérations financières dans la décision de mettre ou pas la vaccination. C'est quelque chose qui n'est pas discutable avec le malade, vu le coût de la biothérapie qu'on prescrit aux patients, surtout qui prennent ça dans le cadre de la mort solidaire. Et d'ailleurs, c'est l'expérience de notre service, les collègues vont le confirmer. Les malades doivent adhérer et se faire vacciner parce que ça revient moins cher par la suite que de gérer des complications graves, infectieuses, ou et finalement à avoir un décès à la fin. Donc il faut juste instaurer ça et donc en général les gens ils adhèrent quand on leur explique l'intérêt de cette vaccination. On vient d'avoir actuellement le vaccin du Zona qui est donc recombinant, donc ça son prix il est très coûteux par rapport à tous les vaccins qu'on a et pourtant quand on explique aux patients le bénéfice de ce vaccin, la majorité, 90% ils adhèrent. C'est vrai, des fois on ne peut pas le faire juste avant de faire la biothérapie, mais on peut toujours le décaler de 3 ou 4 mois et c'est tout. Par contre, la corticothérapie, comme vous avez souligné, pose problème. Donc ce qu'on a vu dans votre travail, c'est que souvent les malades sont encore, et c'est un très bon message, surtout pour les plus jeunes, maintenir la corticothérapie à forte dose alors que la maladie est contrôlée sous biothérapie. Donc ça par contre, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer et de réduire, voire même enlever la corticothérapie quand la maladie est en rémission sous biothérapie. Oui. Aussi, il faut que les médecins soient rappelés de la vaccination parce que nous, au service, on a un oubli de la vaccination.
je pense faire des formations, faire des rappels. Donc c'est très intéressant aussi. Une petite astuce par rapport à ces débuts de vaccin. Moi, je travaille seule en cabinet libéral. Donc, en fait, dans ma tête, en septembre, je vais prescrire le vaccin à tout le monde et je check tous les vaccins. Effectivement, ça nous arrive d'oublier quelqu'un qui a une thérapie et oublier de le faire parce qu'on est dans l'urgence thérapeutique si le malade est très grave. Donc, on se donne comme ça des petits moyens mnémotechniques pour se rappeler les vaccins à moment de la vie d'un patient. Par exemple, septembre ou octobre, on fait le vaccin grippe, et ben on check tous les vaccins. C'est dans ce sens que j'ai posé la question, est-ce qu'on a le droit de se rattraper les vacciner in thérapie? Bien sûr, oui. Mais comme il a dit là, il a répondu. Vous voulez un complément, Madame Borgé, par rapport à votre expérience sur la vaccination biothérapie, parce que c'est un sujet intéressant. On a un petit peu de temps. Merci. En fait, à Tanger, tous les patients sont vaccinés. C'est une condition sine qua non pour avoir le traitement, quel qu'il soit, que ce soit la corticothérapie, le méthotrexate, les biothérapies. Notre problème chez nous à Tanger, c'est essentiellement les complications de type tuberculose. Nous sommes la première région, vous le savez, d'invasion actuellement de tuberculose résistante. Et là, on n'a pas grand-chose qu'on peut proposer, à part éventuellement aussi le traitement préventif. Ça, on insiste, on vient de parler de vaccination, mais également le traitement préventif de la tuberculose. Ça aussi, c'est très intéressant. Il y a des guidelines pour éviter éventuellement une réactivation de la tuberculose chez ces patients. Mais en fait, comme l'a dit Kautar, on doit choisir peut-être une option de faire un hôpital de jour annuel, par exemple, pour les patients chroniques de médecine interne, où on va leur faire le dépistage de cancer, on va éventuellement également chercher à contrôler la vaccination. Sinon, effectivement, comme Dr Bar l'a dit, moi aussi, c'est en septembre, et les patients, c'est devenu quasiment systématique, où on met en place, bien sûr, le check de vaccination. Merci pour ces commentaires. Donc, alors on va passer à la présentation du Dr Benouahi. Donc, félicitations Salah pour la qualité de cette présentation. Et donc, je tiens à te féliciter ainsi que Dr Naïma Mouatassim qui a le mérite parce que c'est elle qui a instauré cette consultation. C'est grâce à elle que maintenant on a une prise en charge optimale et efficace des patients qui viennent avec uveitis et l'accès surtout à cette consultation est de plus en plus facile. Elle commence à être connue à l'échelon de la région de Rabat. Et donc, toi aussi, tu fais partie de l'équipe qui fait cette consultation. Donc, bravo et félicitations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette expérience sur la prise en charge des uveites inflammatoires? Est-ce que vous avez des questions? En fait, ça aurait été intéressant dans ce travail d'analyser le taux de cécité, l'évolution des cécités en fonction du temps, parce qu'on a de moins en moins de cécité depuis qu'on a ce circuit de prise en charge des uveites à l'échelon de la région de Rabat. Donc ça, et on le ressent, mais il faut qu'on l'objective avec des chiffres. Il y avait combien de cécités en 2014, en 2015, 16, 17, et certainement le nombre il est en décroissance. Donc c'est quelque chose qu'il fallait peut-être valoriser. Et on aurait aimé aussi avoir une idée sur la gravité de l'atteinte oculaire initiale dans ce travail. L'acuité visuelle initiale, combien il y avait de dette papillaire, de vascularité rétinienne sévère, donc des éléments de gravité sur le plan ophtalmologique. Donc, maintenant, est-ce que vous avez pu analyser, donc, vu que la majorité des malades sont sous anti-TNF, est-ce qu'il y a eu des cas d'immunogénicité sous anti-TNF? En fait, on n'a pas fait cette analyse, mais on n'a pas fait cette analyse, mais pour l'étude, on a prévu une étude prospective à partir de 2025, donc ça sera intégré dans nos objectifs. Mais pour l'immunogénicité, tous les malades jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ce bilan, parce que tous les malades et par rapport à la rémission, donc vous avez cité qu'il y avait une rémission de 2 ans et demi en moyenne chez les patients. Est-ce qu'il y a des patients qui sont actuellement en arrêt de biothérapie après cette rémission ou bien en réduction de dose ou d'espacement des injections réduction de dose de vie, mais en arrêt, on a encore des espacés. On a des malades avec lesquels on a espacé les injections, mais la réduction, c'est encore pas. Oui. J'ai une petite question, c'est plus par rapport aux assurances en fait, dans la consultation au quotidien. Dans la consultation
consultations au quotidien, est-ce que vous arrivez facilement à avoir les ALD et les accords de la CNSS en pratique? C'est selon la pathologie qui est associée à l'immunité responsable. C'est selon la pathologie. Si c'est un B7, oui, mais parfois l'idiopathique. C'est très difficile. Très difficile et c'est très coûteux. Non, justement, ça rend mieux que... On s'arrange pour avoir un B7 entre nous, on rajoute une astralgie. Et puis on a la... Franchement, très bien, bravo, félicitations. Donc on va enchaîner avec une communication orale qui va être présentée par le docteur Valérie Nidoncle, qui va nous du service de médecine interne de l'hôpital universitaire international Cheikh Zayed de Rabat. Vous allez nous présenter la mastite granulomatose idiopathique, série de 10 cas et revue de littérature. À vous la parole. Merci, cher maître, chers collègues, honorable assistance. Permettez-moi de vous présenter ce bref aperçu sur notre travail qui s'intitule Mastite granulomateuse idiopathique à propos de 10 cas. Donc, en guise d'introduction, nous disons que la mastite granulomateuse idiopathique est une maladie inflammatoire bénigne du sein rare, simulant les carcinomes mammaires. Elle a été décrite pour la première fois par Kessler et Woloch en 1972 chez 5 jeunes femmes en âge de procréer qui étaient opérées pour une suspicion de cancer. Excusez-moi, j'en ai tellement vu que... En fait, moi j'ai l'écran, mais ça n'apparaît pas. Voilà. Ah, pardon. نحيدوا لناخذ البوينتر. Excusez-moi, donc je disais qu'en guise d'introduction, la mastite granulomateuse idiopathique est une maladie inflammatoire bénigne du sein ras, simulant les carcinomes mammaires, qu'elle a été décrite pour la première fois par Kessler et Woloch en 1972 chez 5 jeunes femmes en âge de procréer qui étaient opérées pour une suspicion de cancer du sein. Le mécanisme pathologique est méconnu et à ce jour, 4 principales hypothèses ont été évoquées. L'origine auto-immune, le mécanisme auto-inflammatoire, la composante infectieuse et les troubles hormonaux. Le traitement de la mastite granulomateuse idiopathique n'est pas consensuel. La corticothérapie par voie systémique a été introduite dès 1980 et l'objectif de notre étude était de décrire le profil épidémiologique, clinique, diagnostique et thérapeutique des patientes suivies pour une mastite granulomateuse idiopathique à l'hôpital Cheikh. Il s'agissait d'une étude rétrospective, descriptive et analytique sur une période de 7 ans, de janvier 2019 à mars 2025.
Et la population de l'étude, c'était 10 patientes dont les critères d'inclusion étaient le diagnostic de la mastite granulomateuse idiopathique avec dossier complet et exploitable. Étaient exclus les mastites à plasmocytes, à corps étranger, carcinomateuses et les autres affections inflammatoires aiguës ou chroniques spécifiques de la glande mammaire, telles que la tuberculose et la sarcoïdose. Donc nous avons sur les 12 patientes suivies pour mastite granulomateuse, 10 patientes qui avaient une mastite granulomateuse idiopathique, soit une prévalence de 83,33%. Concernant les données sociodémographiques, toutes nos patientes étaient des femmes et l'âge moyen était de 35,1 ans avec des extrêmes à 26 et 41 ans. Concernant les antécédents, 100% de nos patientes avaient un antécédent d'allaitement et une parité avec une parité moyenne de 2,10. 20% étaient sous pilule contraceptive orale au moment du diagnostic. Sur le plan clinique, l'atteinte du seuil était unilatérale chez 100% de nos patientes avec une prédominance au niveau du sein droit. Les principaux symptômes de consultation et d'hospitalisation étaient la mastodynie chez 40% de nos patientes, l'augmentation du volume du sein, le placard inflammatoire, l'induration du sein et la lésion ulcérée du sein, respectivement chez 10% de nos patientes. L'examen clinique retrouvait chez toutes nos patientes la présence d'un nodule mammaire, suivi par les ulcérations mammaires et la fistule mammaire avec écoulement du pus. Concernant les manifestations extramammaires, l'érythème noueux était retrouvé chez 20% de nos patientes, de même que les polyarthralgies, l'altération de l'état général et la fièvre, toujours dans ces 20% respectivement. Donc sur le plan paraclinique, la biopsie était réalisée chez toutes nos patientes. Elles étaient toutes en faveur d'une mastite granulomateuse caractérisée par la présence d'un granulome épithélio-gigantocellulaire sans nécrose caséeuse dans les lobules. La présence de collection abcédée était retrouvée chez 40% de nos patientes à l'échographie mammaire qui a été réalisée chez toutes les patientes ainsi que la mammographie. Le scanner thoracique vient en seconde position comme examen réalisé chez toutes nos patientes. Le bilan, les examens biologiques à la recherche d'une étiologie spécifique de la mastite granulomateuse étaient tous soit normaux, soit négatifs et comprenaient principalement la culture des prélèvements biopsiques avec les colorations spécifiques, le gène ESPER-BK, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le quantiférant, les sérologies virales, les anticorps antinucléaires et les ANCA. Toutes nos patientes ont été traitées par de la corticothérapie par voie systémique en première intention avec une dose moyenne de 58 mg par jour, avec une durée moyenne de la corticothérapie qui était de 14,7 mois, une durée médiane de 12 mois. 60% de nos patientes avaient arrêté leur corticothérapie et 40% étaient sous corticothérapie au moment de l'étude. 40% de nos patientes ont bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste initialement. Et les autres traitements qui ont été initiés chez les patientes, c'est la colchicine chez 20% de nos patientes. 40% de nos patientes ont eu un traitement d'épreuve initiale antituberculeux et 40% de nos patientes ont été drainées, mais aucune n'a été opérée. L'évolution a été marquée par une guérison chez toutes nos patientes, dont 20% ont rechuté avec un délai de rechute de 2 mois et de 7 mois après l'arrêt de la corticothérapie, justifiant l'introduction d'un immunosuppresseur, notamment l'azathioprine, chez ces 20%, chez ces 2 patientes. Il n'y avait par ailleurs pas de complications thérapeutiques. Donc, Ringstead et ses collaborateurs aux États-Unis, dans leur série de 28 patientes, ont retrouvé un âge moyen de 32 ans. Et 2 publications antérieures au Maroc réalisées à Casablanca et à Oujda, respectivement par Fajri et Enassé, ont retrouvé un âge moyen de 38,1 ans et de 35,25 ans. Donc, ça correspond, ces données se rapprochent à nos résultats et correspondent à la fréquence élevée de la mastite granulomateuse idiopathique chez ces jeunes femmes en âge de procréer. Concernant les antécédents et facteurs de risque, Ringstead et ses collaborateurs ont également retrouvé l'allaitement et la grossesse chez 92% de leurs patientes. Et en dehors de ces antécédents gestationnels, le rôle probable de l'hyperprolactinémie dans la pathogénèse de la mastite granulomateuse idiopathique a été évoqué avec une description chez les patientes nulligeste et nullipare par Cadena Semanat et ses collaborateurs. Chen et ses collaborateurs, en 2024, ont initié la corticothérapie orale chez leurs patients avec une guérison de 87,3% pour un délai de 32,5 jours. Il dirait, mais ses collaborateurs également ont
sous corticothérapie systémique obtenu une rémission clinique complète de 89,5% chez leurs patientes avec une rémission à 1 mois. Ces résultats confirment l'efficacité de la corticothérapie en première ligne thérapeutique. Les variations observées dans les taux de guérison peuvent s'expliquer par la différence de durée du traitement médian. Dans notre série, elle était plus longue et il serait pertinent d'envisager une décroissance progressive et très lente de la corticothérapie pour une rémission complète. Alors, Chogien et ses collaborateurs ont initié un traitement à base de méthotrexate chez les patientes qui avaient une mastite granulomateuse idiopathique réfractaire ou rechuteur. Donc, avec une réponse complète de 94,3%. Et nous, dans notre série, nous avons une guérison de 100% chez les patientes qui étaient sous azatioprine. Et donc, qui pourrait en fait constituer une option thérapeutique alternative chez les patients qui sont rechuteurs et bien sûr qui ne répondent, chez qui le méthotrexate pourrait être contre-indiqué. Donc en conclusion, la mastite granulomateuse idiopathique est une pathologie mammaire bénigne rare qui touche principalement les jeunes femmes en âge de procréer. Notre étude permet de faire une mise au point de cette affection rare et d'en préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutives. La prise en charge doit être individualisée. Je vous remercie. Bravo, Dr Ndong, et félicitations pour ce travail qui est très très original. On en discutera tout à l'heure. Donc on va passer à la prochaine présentation qui sera présentée par Dr Oumaima El-Hadji. Donc il va nous présenter les facteurs associés aux infections urinaires à BLSE et BMR, études descriptives et analytiques du Centre de virologie, maladies infectieuses et tropicales, l'hôpital militaire d'instruction 25 de Rabat. C'est une étude de 122 cas entre 2019 et 2025. À vous la parole. Chers maîtres, honorables assistants, j'ai l'honneur de vous présenter notre travail intitulé « Facteurs associés aux infections urinaires à BLSE et BMR, études descriptives et analytiques du Centre de virologie et de maladies infectieuses tropicales de l'hôpital militaire de l'hôpital Mohamed V ». Donc pour le plan, on va commencer par une introduction, ensuite nous allons préciser l'objectif de notre travail, puis détailler brièvement la méthodologie adoptée avant de présenter les résultats. Enfin, nous allons passer à la discussion avant de terminer par une conclusion. En introduction, les infections urinaires présentent un motif fréquent de consultation et d'hospitalisation. L'émergence de bactéries multirésistantes BMR, notamment les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, les BLSE, complique la prise en charge thérapeutique et au Maroc, les données locales sur les profils de résistance et les facteurs associés aux infections à germes BMR restent limitées. Les objectifs principaux de notre travail étaient de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et microbiologiques des infections urinaires selon les profils de résistance et d'identifier les facteurs de risque associés aux infections à germes BLSE et à germes BMR non BLSE. Pour la méthodologie adoptée, il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et analytique réalisée au sein du Centre de virologie et de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital militaire Mohamed V, de la période allant de janvier 2019 à avril 2025, incluant tous les patients ayant une infection urinaire documentée par un ECPE positif et excluant les cultures polymorphes, les dossiers incomplets et les patients vivant avec le VIH. Nous avons réparti les patients en 3 groupes. Le premier groupe, le groupe BLSE, ayant une infection urinaire à une entérobactérie productrice de bêta-lactamase confirmée selon les critères de l'OCAS 2025. Le deuxième groupe, le groupe BMR non BLSE, ce sont des infections urinaires à souche résistance à plus de 3 familles d'antibiotiques majeures excluant les BLSE. Et le troisième groupe, les infections urinaires à germes non BMR et non BLSE, soit à des souches à sensibilité naturelle ou ayant acquis 1 ou 2 résistances ne relevant pas de la définition ni du BMR ni du BLSE.
Pour ce qui est des résultats descriptifs, l'étude a inclus 150 patients, dont 122 ont été retenus. Les patients ont été répartis en 3 groupes. Le premier groupe BLSE comprenant 30 patients, le deuxième groupe BMR non BLSE comprenant 48 patients et le troisième groupe comprenant 44 patients. L'âge médian était de 66 ans dans le groupe BLSE, de 72 ans dans le groupe BMR et de 70 ans dans le troisième groupe. Concernant la répartition selon le sexe masculin prédominait dans les 3 groupes. Ce graphique illustre la présentation des différents types d'infections urinaires selon le profil de résistance. Les pyélonéphrite sont plus souvent observés dans le groupe BMR non BLSE à un taux de 50%. Les cystites sont surtout associés aux germes non BMR à un taux de 66%. Les prostatites et les infections urinaires récidivantes sont plus fréquentes dans le groupe BLSE à un taux de 36 et 33% respectivement. Enfin, les sepsis concernent principalement les groupes résistants. Globalement, cela montre que les profils résistants sont associés à des infections plus sévères ou récidivantes. Concernant la répartition des germes selon le profil de résistance, ce graphique montre que l'Escherichia coli est le germe prédominant dans les 3 groupes, suivi par la Klebsiella pneumoniae en deuxième position, surtout isolée dans le groupe BLSE à un taux de 33%. Les bactéries non fermentatrices telles que le Pseudomonas aeruginosa et la Cyanobacter baumannii sont uniquement observées dans les groupes résistants. Et enfin, on retrouve d'autres catégories de germes, principalement des entérobactéries, telles l'entérobactère, le Proteus et le Citrobacter, plus observés dans le groupe BLSE. En ce qui concerne l'antibiothérapie utilisée, dans le groupe BLSE, le traitement repose principalement sur les carbapénem à un taux de 76%. Dans le groupe BMR non BLSE, les carbapénem restent majoritaires, mais on a recours dans certaines situations à la colimycine à un taux de 8%. Et dans le groupe non BMR, le ciftriaxone est largement prédominant dans 80% des cas. En parallèle, l'évolution clinique est globalement favorable dans les 3 groupes. Pour ce qui est des résultats analytiques, 4 facteurs ressortent comme significativement associés aux infections urinaires à germes BLSE et BMR, notamment les gestes urologiques, qui favorise l'inoculation des germes résistants, l'hospitalisation récente inférieure à 3 mois reflétant une exposition accrue aux bactéries nosocomiales, l'antibiothérapie dans les 6 mois qui sélectionne les souches résistantes et l'antécédent d'infection urinaire récidivantes, traduisant un terrain de fragilité. Ces résultats confirment que l'exposition médicale et l'antibiothérapie récente sont les déterminants principaux des résistances. Passons à la discussion. Donc, les infections urinaires à germes multirésistants représentent une menace croissante en pratique clinique. Elles sont responsables d'infections plus sévères et limitent les options thérapeutiques. Ce tableau compare nos résultats à ceux d'études marocaines et internationales. Dans notre travail reportant sur 122 patients, la prévalence des infections à germes BLSE est de 24,7%, avec comme principal facteur de risque l'hospitalisation et l'antibiothérapie récente, les gestes urologiques et les infections urinaires récidivantes. À Rabat, une étude au service d'urologie retrouve un taux similaire aux alentours de 25 à 30% avec les mêmes déterminants. En Europe, la prévalence est légèrement plus faible, aux alentours de 20%, mais on garde toujours les mêmes facteurs de risque. Et une méta-analyse africaine retrouve une prévalence aux alentours de 28% avec les mêmes facteurs de risque. Nos résultats concordent avec ceux de la littérature. En conclusion, les infections urinaires à germes multirésistants constituent un problème majeur en pratique clinique. Notre étude a mis en évidence les mêmes facteurs de risque que la littérature. Ces constats doivent encourager la mise en place de protocoles de prévention locale et d'encourager à rationaliser la prescription des antibiotiques, dont l'objectif est de préserver l'efficacité des antibiotiques disponibles et d'améliorer le pronostic des patients. Merci Oumaima pour cet excellent travail et félicitations pour la qualité des slides. Donc on va passer à la prochaine présentation, donc communication orale qui sera présentée par Dr Zizi, donc, du service de médecine interne et d'infectiologie hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca. Elle va nous présenter la rougeole de l'adulte, l'expérience de son service. À vous la parole.
Chers maîtres, chers collègues, c'est un plaisir pour moi de vous présenter donc, notre travail sur la rougeole de l'adulte, l'expérience du service d'infectiologie de l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa. Très bien. Pour ce faire, on va adopter un plan IMRAD classique. Donc, la rougeole, c'est une maladie virale hautement contagieuse qui touche des milliers de personnes dans le monde, qui est fréquente chez l'enfant, plus rare chez l'adulte et qui peut être grave par ses complications, notamment respiratoires, neurologiques, et elle peut même mener au décès. Donc, les épidémies de rougeole, avant le vaccin, elles survenaient à peu près toutes les 2 à 3 ans. Elles étaient responsables de plus de 2 millions de décès dans le monde. Et il y a de plus en plus fréquemment d'épidémies de rougeole signalées dans les pays qui étaient sur le point d'éradiquer la maladie, comme l'a vécu le Maroc cette dernière année. L'objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives de la rougeole chez l'adulte en temps d'épidémie marocaine. Donc, on a réalisé une étude observationnelle, transversale et descriptive. On a sélectionné donc 47 patients qui avaient une sérologie de la rougeole IgM positive, mais on avait 70 cas cliniques de rougeole sur une période s'étalant donc de juin 2024 à juin 2025 au sein du service de médecine interne et d'infectiologie de l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa à Casablanca. On a exclu la population pédiatrique et on a recueilli les données via les logiciels DXKRLIM, c'est une fiche d'exploitation préétablie. On va passer maintenant aux résultats de l'étude. On va commencer par l'âge et le genre des patients. Donc, la médiane d'âge des patients était de 35 ans. On voit qu'il y a la moitié des patients, donc la tranche d'âge la plus représentée était celle entre 30 et 39 ans. On avait une légère prédominance féminine avec 53,2% des patients. On avait une femme enceinte et on avait 17% des patients qui appartenaient au corps médical, donc résidents, internes, médecins, infirmières. Et on a eu un décès dans notre étude. Alors, pour les aspects cliniques, donc les manifestations digestives étaient présentes dans la moitié des cas, avec donc, des douleurs abdominales, diarrhée, vomissements. Les manifestations ORL, elles étaient quasi constantes, donc avec une pharyngite, les taches de Koplik. Les manifestations pulmonaires, avec un syndrome bronchique, tout, elles étaient présentes chez 13% de nos patients. L'éruption cutanéo-muqueuse fébrile, donc cet exanthème morbidiforme qui était très important au niveau du tronc notamment, était présente chez tous les patients. Et on a eu un syndrome hémorragique chez un patient. Concernant le statut vaccinal de nos patients, donc 21% des patients étaient vaccinés contre la rougeole, 44% n'étaient pas vaccinés et 34% on n'avait pas leur statut vaccinal, ils ne se rappelaient pas est-ce qu'ils étaient vaccinés et on n'avait pas accès au carnet de vaccination. Donc ça, c'est des diagrammes qui nous résument un peu les patients qui ont consulté initialement aux urgences, c'est-à-dire c'est des patients qui ont consulté aux urgences dans 63% des cas. Ces patients qui ont consulté aux urgences, il y en a 36% qui ont été hospitalisés. Et dans ces 36%, il y a près de 60% de ces patients qui ont été hospitalisés dans une unité de réanimation. Les anomalies biologiques qu'on a retrouvées, donc c'était l'anémie dans près de 15% des cas, la lymphopénie et la cytolyse, elles étaient quasi constantes, la thrombopénie dans 19,2% des cas, l'hypokaliémie dans 26% des cas, et une CRP augmentée, donc avec un syndrome inflammatoire biologique dans 85% des cas. Donc les complications de la rougeole qu'on a retrouvées, en fait ça a été les motifs d'hospitalisation en réanimation durant cette période. On a eu 2 cas de pancréatite, c'était 2 femmes âgées de 37 et 34 ans. Donc la prise en charge thérapeutique, c'était principalement l'antibiothérapie, la sonde nasogastrique. La durée d'hospitalisation, elle était à peu près de 6 jours avec une évolution favorable. On a eu 2 cas d'hypokaliémie sévère sur vomissement et diarrhée. Donc c'était un homme et une femme de 32 et 33 ans. Prise en charge symptomatique, 3-4 jours d'hospitalisation avec une évolution favorable, un cas de thromboprénie profonde, donc c'était le syndrome hémorragique dont je vous ai parlé. C'était un patient qui s'est représenté pour des mélénas et des rectorragies, des bulles hémorragiques au niveau de la bouche. Donc, il a été traité par antibiothérapie, corticothérapie intraveineuse pyrrolipéreuse, hexacil, avec une évolution favorable au bout de 6 jours. On a eu 2 cas de pneumopathie hypoxémiante. Donc, un homme de 35 ans qui a eu besoin d'oxygénothérapie, d'antibiothérapie, dont l'évolution a été favorable, et une patiente de 40 ans qui était diabétique,
et qui a fait donc une pneumopathie hypoxémiante surinfectée à streptocoque et qui est malheureusement décédée. On a eu un cas d'embolie pulmonaire, c'est une patiente âgée de 48 ans, et un cas de décompensation acidocétogène, c'est une patiente de 47 ans. On va passer maintenant à la discussion avec quelques données épidémiologiques nationales. Donc, depuis septembre 2023, on a une épidémie de rougeole au Maroc. Les dernières données que j'ai trouvées, c'est celle-ci, c'est celle de janvier 2025, où on a eu 25 000 cas confirmés de rougeole et 120 décès. Donc la riposte a été faite en fait par une large campagne de vaccination qui a fait son effet puisqu'on a beaucoup moins de cas recensés depuis quelques mois. Donc là, j'ai sexe ratio comparé aux données de la littérature. Donc notre série s'était passée en jeunes, 35 ans. On a comparé avec une série de Marrakech qui a été publiée en 2024 où l'âge moyen était de 42 ans et une série grecque où l'âge moyen était de 32 ans. Dans toutes les séries, il y a cette légère prédominance féminine. Et donc le nombre de cas étudiés à Marrakech était de 17. L'étude grecque, c'était une étude nationale de 93 cas. Et notre série, c'est 47 cas. Donc les complications de la rougeole comparées aux données de la littérature. Donc en fait, l'étude de Marrakech, s'était basée en fait sur tous les patients qui étaient admis en réanimation avec rougeole et pneumopathie. Donc eux, l'atteinte pulmonaire, c'était 100% des cas. Là, pour l'étude grecque, c'était 46% des cas. Et notre série, donc c'est vraiment inférieur, c'est 13% des cas. La cytolyse était représentée donc, de manière similaire. Les complications neurologiques, on n'en a pas eu, et il n'y en a pas eu dans les séries, dans ces deux séries. Le syndrome hémorragique a été retrouvé également chez un patient dans la série de Marrakech. Et pour les femmes enceintes, donc c'était 2% des cas dans notre série, 7,5% dans la série grecque. Aucun décès n'a été rapporté à Marrakech. Donc le statut vaccinal comparé aux données de la littérature, donc finalement 21% des patients, c'est à peu près ça qu'on retrouve à Marrakech et en Grèce. Les patients non vaccinés dans notre série, c'était beaucoup plus, 44,7% vs 12,9% en Grèce et 29% à Marrakech. Les limites de notre étude, c'est bien sûr le caractère rétrospectif en lui-même de l'étude, la taille de l'échantillon qui est faible par rapport au nombre de rougeoles cliniques, puisqu'on a intégré que les rougeoles IgM positives, et le fait que ce soit bien sûr une étude monocentrique. Donc en conclusion, c'est une pathologie en général d'évolution favorable, mais qui peut être grave, notamment par son atteinte pulmonaire, qui est beaucoup moins représentée dans notre étude, mais qui peut être létale. D'ailleurs, ça a été la cause du décès de notre patiente. Il faut reconnaître les personnes à risque, les personnes immunodéprimées, le personnel soignant qui est beaucoup plus à risque de contracter la rougeole. Et la vaccination reste le meilleur moyen de prévenir l'infection. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Zizi, pour cet excellent travail qui va susciter probablement des questions dans quelques minutes. Donc, on va passer à la dernière présentation qui sera donnée par Dr Tahani du Centre de virologie, maladies infectieuses et tropicales hôpital militaire d'instruction du médecin de Rabat. Vous allez nous présenter un aperçu des tendances épidémiologiques et cliniques de l'épidémie de la rougeole. Donc, on reste sur la même thématique, donc avec l'expérience du Centre de virologie de l'hôpital militaire de Rabat. À vous la parole, vous avez 7 minutes. Merci. Alors, chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats de notre étude sur les tendances épidémiologiques et cliniques de l'épidémie de rougeole au centre de virologie maladies infectieuses à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V. Donc, pour commencer, la rougeole est une infection virale extrêmement grave due à un virus ARN de la famille de Paramyxoverida, ayant un tropisme exclusif pour l'appareil respiratoire, dû à une transmission aérienne ou par contact direct. Elle peut survenir à tout âge chez une personne non immunisée par une infection antérieure ou par la vaccination, mais plus fréquente chez les enfants. Donc, grâce au programme national d'immunisation, le Maroc a noté une nette diminution de nombre de cas de la rougeole.
Donc, depuis le début de cette épidémie correspondant au mois d'octobre 2023, le cumul des cas de la rougeole au Maroc jusqu'au août 2025 s'élève à 66 363 000 cas, avec près de 211 décès et un taux de létalité à peu près à 0,32%. Donc, comment peut-on expliquer cette résurgence? Plusieurs facteurs doivent être examinés, à savoir l'efficacité du vaccin, sachant qu'il est considéré comme l'un des plus efficaces existants, la durée de la protection de la vaccination. Donc, l'OMS considère qu'une dose unique du vaccin confère une protection à vie, ainsi que la baisse de la couverture vaccinale constitue une hypothèse largement incriminée dans notre pays. En effet, la pandémie de la Covid-19 a entraîné un recul des activités de la vaccination, ce qui a contribué à une régression de taux de couverture actuellement estimé à 82%. Donc, l'objectif principal de notre travail était d'étudier les caractéristiques épidémiocliniques, virologiques, évolutives et thérapeutiques des cas de rougeole au sein de centres. Donc, et d'identifier secondairement les facteurs de risque influençant le critère d'hospitalisation au sein de ces vénites. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et analytique à propos d'une cohorte exhaustive de 171 cas de rougeole pris en charge au sein de centres de virologie et maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V durant la période allant de mars 2024 à juin 2025. Donc, l'analyse de la distribution mensuelle des cas de rougeole au sein de ces vénites permet de distinguer trois périodes. Donc, une période de faible activité entre mars et décembre 2024, une flambée épidémique entre janvier et mai 2025 avec une nette recrudescence, une période de baisse estivale entre juin et juillet 2025 avec une interruption de la transmission apparente. Cependant, un nouveau cas a été notifié au cours de la dernière semaine du mois d'août dernier, traduisant la persistance d'une transmission résiduelle malgré la fin apparente de l'épidémie. Donc, passons au chapitre des résultats descriptifs. Sur 171 patients pris en charge en ces vénites, l'âge moyen était de 33 ans. Alors, sur l'ensemble de nos cas inclus dans notre étude, 53% des patients étaient de sexe masculin avec un sexe ratio de 1,15. Seuls les patients ayant manifesté une pneumopathie dyspnéisante avec des signes de surinfection bactérienne ont été mis sous antibiothérapie à base d'amoxicilline plus acide clavulanique avec un recours à l'oxygénothérapie en cas d'hypoxie, parmi lesquels 66 cas présentant des critères de gravité ont été hospitalisés au centre. Quant au statut vaccinal de ces patients positifs, 23 patients correspondant à 32,4% ayant reçu leur vaccin anti-rougeole, dont la majorité ont reçu 2 doses. Le diagnostic de la rougeole a été confirmé chez l'ensemble de nos cas par le laboratoire de virologie de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V, donc 21,8% par PCR et une majorité estimée à 70% par une sérologie IgM positive, ainsi que le reste avait une sérologie et une PCR qui étaient positives. L'identification des génotypes par PCR en temps réel constitue une alternative efficace pour l'investigation des épidémies de rougeole. Alors, le typage des souches isolées utilisant le kit Measles Virus Typing a retrouvé le génotype B3 chez la majorité des patients et le génotype D8 chez un seul de nos patients. Alors, pour confirmer le typage moléculaire, un séquençage capillaire a été réalisé dans le cadre de suivi des variants. Concernant le bilan biologique, une lymphopénie avec un syndrome inflammatoire accompagné d'une cytolyse hépatique sans signe d'insuffisance hépatocellulaire ont été objectivées chez l'ensemble de nos patients. Par ailleurs, une sérologie VIH est revenue positive chez un de nos patients. Alors, le Centre de virologie maladies infectieuses a mis en place un plan d'action contre la rougeole qui s'articule sur la prise en charge des cas par l'équipe d'accueil et d'hospitalisation en collaboration avec le laboratoire de virologie, la gestion des contacts par l'équipe d'épidémiologie et la riposte vaccinale assurée par l'unité de vaccination. Alors, une hospitalisation au niveau de L3 disposée au sein de notre service pour isolement air contact pour l'ensemble de nos patients ayant présenté des signes de gravité s'impose. Alors, composé des chambres de confinement niveau de biosécurité 3, réparties en 3 zones, une zone extérieure verte stérile, un couloir SAS orange où se fait l'habillage et le déshabillage alors du personnel à l'entrée et à la sortie de la chambre, mis à leur disposition un kit de protection ainsi qu'un bec de trempage pour la réutilisation des lunettes ou d'un éventuel matériel. Et enfin, une zone rouge à l'intérieur de la chambre où se trouve le patient. Donc, concernant le chapitre thérapeutique, tout d'abord, il faut savoir que la prise en charge consiste le plus souvent en soins de soutien. L'ensemble de nos patients ont bénéficié d'une cure de vitamine A à J1 et J2 avec un rappel à J30 pour prévenir les lésions oculaires. Les soins consistent essentiellement à soulager les symptômes, à préserver le confort du malade et à prévenir les complications. Alors, la durée moyenne d'hospitalisation était de 6 plus ou moins 2 jours. L'évolution clinique était favorable chez l'ensemble de nos patients. Aucun cas de décès n'a été déploré.
Alors, la vaccination au centre intervient dans 2 volets de la riposte vaccinale, soit par la prophylaxie post-exposition ou par la restauration de l'immunité de groupe. Depuis le 27 décembre 2024, une campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée au centre, assurée par un vaccin RR, 2 doses espacées de 28 jours. Alors, au 25 mars 2025, un total de 544 doses avaient été administrées. Alors, on enchaîne directement avec les résultats analytiques. L'objectif de notre analyse, c'est d'évaluer les facteurs de risque associés à l'hospitalisation des patients atteints de rougeole au sein du centre. Dans l'analyse univariée par méthode de régression logistique simple, on a trouvé que l'âge augmente de 1,02 fois le risque d'hospitalisation. Cependant, cette association n'est pas statistiquement significative. Ainsi que le sexe masculin augmente de 1,5 fois le risque d'hospitalisation, qui reste toujours statistiquement non significatif. Alors, dans l'analyse multivariée par méthode de régression logistique, on a introduit les facteurs de risque dont le petit p inférieur à 0,3, à savoir l'âge et le sexe, qui restent néanmoins indépendamment non significatifs dans l'analyse multivariée. Donc, arrivant là au chapitre de discussion, une étude de cohorte nationale au Danemark faite sur les facteurs de risque d'hospitalisation et de complications graves de la rougeole, objectivant que l'âge supérieur à 20 ans et le sexe masculin influencent le critère d'hospitalisation. Une deuxième étude faite au Japon portant sur les facteurs prédictifs d'hospitalisation parmi les cas de rougeole lors de l'épidémie confirme que l'âge à partir de 15 ans augmente le risque d'hospitalisation, ce qui rejoint les résultats de notre série d'études. Une dernière revue systématique sur la morbidité et le risque d'hospitalisation lié à la rougeole avait enregistré que le sexe masculin est associé à plus de complications, ce qui concorde avec nos résultats. Pour conclure, la rougeole reste la première cause de mortalité par maladie infectieuse évitable par la vaccination préventive, actuellement présente sous une forme modifiée du fait de déplacement de l'âge de la maladie vers les adultes. La recrudescence des cas de rougeole constatés au Maroc souligne l'importance de renforcer la veille épidémiologique et les campagnes de vaccination dont l'objectif est d'éliminer la circulation de virus dans la communauté. Je vous remercie. Bravo Dr Tahani pour cette excellente étude vraiment très intéressante et dont on peut être vraiment très fiers pour tout le circuit que vous avez instauré au sein du centre de laboratoire du service de virologie de l'hôpital militaire de Rabat, donc pour la prise en charge optimale, rapide et efficace des patients qui ont une rougeole. Alors j'invite les 4 derniers orateurs à nous rejoindre devant le pupitre pour discuter. Les résultats, on a encore 5 minutes avant la pause café. Donc il y a Dr Endong, Mouima Haji, Dr Zizi et Dr Tahani. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Dr Hamid. J'ai une question par curiosité pour Dr Zizi. Est-ce que tu as pu avoir une idée du taux de vaccination chez le personnel soignant? Il y a une estimation. Alors, pour le personnel soignant, ils étaient tous vaccinés. Voilà, 2 doses. C'était tous des jeunes. Donc, ils ont tous eu le programme national d'immunisation avec les 2 doses. Et pourtant, ils ont fait une rougeole. Mais pas grave. Donc, j'avais une idée. C'était tous des Marocains. C'est tous des Marocains, mais qui avaient plus de 40 ans. Donc, qui étaient avant, en fait, 87 et ils n'étaient pas vaccinés. Et y compris pour les patients à l'hôpital militaire de Rabat, est-ce que la population correspondait uniquement à la population marocaine ou il y avait des uniquement marocains? Tous des nationalités marocaines. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la présentation clinique et aussi sur le plan épidémiologique, c'est presque le même résultat, le même phénotype en fait pour Casablanca et pour Rabat, donc sur le mode de présentation. Est-ce que vous avez eu en fait pour les 2 services des cas d'atteinte oculaire inflammatoire grave dans le cas de la rougeole ou pas du tout? Pour nous, c'était juste les lésions oculaires, l'œil rouge qui va passer avec le temps de régression. Pas les atteintes menaçantes ni de cécité? Non. D'accord. Nous aussi, on n'a pas eu d'atteinte grave oculaire, c'est la conjonctivite de la rougeole. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la rougeole? Une question pour Valentin, pour la mastite granulomateuse. En fait, tous vos malades, vous avez mis les malades sous corticothérapie en première intention. Et comment on a éliminé une tuberculose alors qu'il s'agit d'un granulome?
et un granulome sans nécrose gazeuse, on peut pas dire que c'est pas une tuberculose. Est-ce qu'on a mis tous les malades sous antibacillaires Alors, il faut dire que lorsque nous avons reçu les patientes, 40% de ces patientes avaient déjà eu un traitement antituberculeux initial d'épreuves sans amélioration clinique avant de venir dans notre consultation. Et le deuxième paramètre, c'est que dans le bilan étiologique, pour dire que c'est une mastite granulomateuse idiopathique, la culture spécifique sur le prélèvement biopsique, nous les avons redemandés. Et ensuite, le quantifiant, il était strictement négatif chez les patients, les patientes qui étaient en consultation. Non, elle ne l'élimine pas, mais sur la base des différents arguments que nous avons eu aussi bien. C'est vrai que l'épidémiologie veut bien qu'on ne l'élimine pas de façon formelle, mais sous corticothérapie, elles se sont améliorées, alors que sous traitement initial d'épreuves antituberculeux, au bout du 3e mois, elles avaient toujours la symptomatologie clinique de la mastite granulomateuse. Docteur Boutoukab. Merci beaucoup. C'est une question pour Valentine également. On a parlé de la tuberculose, maintenant il y a la néoplasie et le lymphome multiple aussi. Est-ce que l'histologie est systématiquement complétée par une immunohistochimique, ou alors est-ce qu'il faut le demander systématiquement, ou alors on se contente du granulome et on commence à faire? Alors j'avoue que pour nos patientes, l'immunohistochimie n'était pas systématique, et c'est vraiment sur la clinique, lorsqu'il y avait une suspicion dans le lymphome, notamment l'altération de l'état général qui était associée chez 20% des patients, il y avait d'autres examens, notamment le PET scanner qui a été réalisé chez certaines patients pour effectivement rechercher des adénopathies ou autres qui nous orientaient vers un lymphome. Justement, par rapport à ces patients qui ont bénéficié de PET scanner, est-ce que vous avez une idée sur les intensités des SUV dans les mastites granulomateuses idiopathiques? Est-ce que c'est des SUV très élevés ou moyens? Juste pour avoir, parce qu'en général, si on a un SUV à 15 à 18, on a peur du lymphome, de la néoplasie en général. Donc, alors j'avoue qu'on avait les SUV sur les résultats, mais je ne saurais plus. Donc c'est un élément intéressant, surtout si les malades qui ont été mis sous corticoïdes et qui sont en rémission, est-ce qu'ils ont eu des pertes de contrôle? Donc là, on aura donc la preuve. Et aussi par rapport vous avez quelques cas où il y avait un érythème avec un granulome à l'histologie. Est-ce que c'était des sarcoïdoses? Est-ce que c'était pas tout simplement des sarcoïdoses? Non, enfin, déjà sur le plan, l'enzyme de conversion était négatif. Le PET scanner, en dehors, il n'y avait pas assez d'arguments sur le plan clinique, notamment en dehors de l'érythème noueux, il n'y avait pas de lésion cutanée sarcoïdosique, de nodule sarcoïdose, il n'y avait pas d'attente pulmonaire, il n'y avait pas d'adénopathie, l'enzyme de conversion était normale, les calcémies étaient normales. Et le PET scanner avait été réalisé non seulement dans le sens d'éliminer un lymphome, mais également dans le sens pour rechercher une fixation. Voilà. Et les biopsies salivaires, ça a été fait chez quelques patients ou pas? Elle a été faite, je ne voulais pas préciser, mais uniquement chez 2 patientes. C'était négatif? Et oui, chez les 2 patientes, les 20% qui avaient l'érythème noueux. Mais chez les autres patients, nous ne les avons pas effectués de façon systématique. C'est vraiment très intéressant. Et puis vous avez le recul avec l'efficacité de la corticothérapie, et c'est le meilleur paramètre qui permet de retenir le diagnostic finalement définitif d'une mastite granulomateuse idiopathique. C'est la guérison en fait des patients et l'absence de rechute. D'accord. Il y a des questions pour Dr Oumaima Hidji sur les infections urinaires? Donc c'est un travail qui est très intéressant, très très bien fait, et bravo, c'est une très belle étude. Je pense qu'il donc il est publiable, celui aussi sur la rougeole de l'hôpital militaire de Rabat, c'est vraiment une cohorte incroyable, donc ça mérite en fait une belle publication, donc il ne faut pas hésiter à le faire le plus tôt possible. Est-ce que vous avez, pour les infections urinaires, est-ce qu'il y a un profil particulier en fonction des sexes? Est-ce que ça a été analysé par rapport à l'homme et la femme sur la résistance et aussi sur la sévérité clinique? Donc ça ne ressortait pas comme paramètre. Est-ce que vous avez analysé aussi le séjour en réanimation ou aux urgences dans certaines études et l'âge avancé? Oui, l'âge n'était pas significatif, mais on l'observait plus chez les patients ayant des infections urinaires à GBMR, mais le P n'était pas significatif.
supérieur à 65 ans. Et concernant le séjour en réanimation et aux urgences, on notait qu'il y avait toujours un taux plus élevé chez ces patients, mais le taux n'était pas significatif. Très bien. En tout cas, bravo pour ces présentations très intéressantes. Donc, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des orateurs qui ont animé cette session de communication orale et aussi l'auditoire. Donc, on va clôturer cette session de communication orale. On va passer une pause café de 30 minutes, mais s'il vous plaît, essayez d'être à l'heure à 17h30. Donc, on va nous présenter l'utilisation du cannabis en médecine. Donc, soyez nombreux, soyez à l'heure à 15h30 pile en salle, dans la grande salle des conférences. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. À tout à l'heure.